Ça y est, j'ai ouvert le Ah, micro. attends, Viviane arrive, je te passe la parole tout de suite. Donc Voilà. fais attention, Loïc, aux gens qui risquent d'arriver en salle d'attente, parce que c'est le seul moyen d'entrer, il faut les accepter au fur et à mesure. Ah, Donc je sais que c'est un donc peu périlleux. on l'attend un petit peu. Donc, sinon, Quand je... tu peux partager ton écran et me redonner l'animation si tu veux. Allez, on va faire ça. Là, je suis animateur, c'est bon? Oui. Hmm. Et je ne sais pas si ça va marcher si tu me redonnes l'animation, mais on va essayer. Regarde. Ah oui, ça marche. Parfait. Bon, bah, très bien. Donc, je m'occupe de faire entrer les éventuels retardataires. On t'écoute. Voilà, donc moi, donc j'ai présenté je voulais vous présenter en fait cette information qui me paraît très intéressante. Ça fait à peu près un peu plus de 20 ans que je suis kiné sur la commune de Sénat, à la maison de santé, et je me passionne plus particulièrement depuis quelques années, 5 6 ans, sur au départ la blessure des coureurs à pied, parce que c'est quelque chose qui est très mal connu des kinés et des médecins également. On a énormément de pathologies en course à pied et en fait de manière plus générale parce qu'il s'agit toujours du même problème. Et du coup, j'ai étendu un petit peu ça avec d'autres formations sur les blessures récurrentes des sportifs. Il se trouve que la prise en charge préventive des blessures dans le sport est très proche finalement de la prise en charge curative. Vous allez le voir un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de prévention de toutes ces petites blessures qui encombrent vos cabinets, à laquelle vous ne savez pas forcément répondre parce que, docteur, je me suis fait mal en courant, j'ai eu une douleur dans l'ischio-jambier, enfin derrière la cuisse, mais en même temps, il vient vous voir en marchant, donc globalement, il n'est pas en mauvaise santé. Il ne boite pas plus que ça, mais en même temps, il ne peut pas reprendre la course à pied, c'est quand même ballot. Alors, vous, vous avez prescrit une échographie, souvent qui n'apporte pas grand-chose. Quand elle apporte quelque chose, c'est souvent quelque chose d'assez bateau et on n'a pas de réponse à apporter. Le coureur va se mettre au repos un petit peu, et puis quand il va reprendre, rebelote, ça va à nouveau lui faire mal. Bref, on est un petit peu, et en même temps, il a besoin de courir. C'est bon pour son équilibre personnel, et c'est aussi bon pour sa santé. Donc voilà, c'est pas facile à prendre. C'est des petits bobos, en fait, qui sont importants à prendre en charge. Donc, si je vous parle, je lance quelques pathologies qui nous embarrassent tous, d'aponévrosite plantaire, d'épine calcanéenne. Je suis sûr que dans votre journée aujourd'hui, tout le monde a eu au moins une de ces pathologies-là. La tendinopathie d'Achille, le tibial postérieur, on en parlait à l'instant, la périostite tibiale, la patte doigt. Alors, pas que chez le coureur, hein, chez beaucoup de patte doigt, par exemple, c'est le cycliste, c'est courant. La bandelette iliotibiale, pardon, plutôt. Le moyen fessier, les adducteurs qui sont souvent très très complexes à diagnostiquer déjà. Les ischio-jambiers qui sont toujours un peu rebelles, c'est toujours des blessures qui sont extrêmement rebelles, et l'ensemble des lombalgies chroniques du sportif, du coureur en particulier, les tendinopathies d'épaule, évidemment, parce que ça, alors là, il y a tout, il y a un panel énorme de blessures liées au sport, mais pas que. Et, enfin voilà, c'est ce on va voir ce soir. On ne va pas voir toutes ces pathologies-là, parce qu'en fait, le traitement est à peu près toujours le même. C'est au kiné de s'en charger, et vous allez voir comment on procède si on fait ça bien. Voilà, tout va s'orienter aussi sur, pour éviter de faire parce que le sportif, il va étaler sa préparation dans le temps. L'intérêt, c'est pas de rendre un sportif dépendant de son kiné, mais c'est plus de faire de la prévention et faire de l'éducation. Ce qu'on veut aujourd'hui apprendre à nos patients, on est tous, les kinés comme vous, absolument débordés, on ne sait plus où mettre nos patients, on a des listes d'attente.
c'est pas toujours facile de gérer tout ça. Donc, on a intérêt, si on veut avoir un résultat sur du long terme et être efficace, à donner les bons outils aux patients pour qu'ils se prennent lui en main et nous, avoir ce petit travail de coaching, quitte à leur voir de temps en temps 1 ou 2 séances pour essayer de rétablir tout ça. Voilà, donc les blessures du sportif, hop, les petites blessures de 47 millions de Français qui pratiquent une activité physique et sportive. C'est autant qui n'en pratiquent pas, hein, à peu près, un peu plus même. Donc, on aimerait bien qu'il y en ait un peu plus, on n'arrête pas de le dire. 3,2 millions de blessures occasionnent une consultation médicale. Bon, c'est bien, hein, bon, ça nous fait travailler, mais bon. 16 millions de licenciés dans une fédération, ça c'est à peu près pour faire l'état des lieux, et ça occasionne 800 000 hospitalisations et 1,2 million d'arrêts d'activité. Bon, évidemment, ce n'est pas les blessures dont je vais vous parler qui occasionnent beaucoup d'hospitalisations. Hein. Quoique un LCA finit par arriver souvent à une hospitalisation, même 2 jours, c'est toujours une hospitalisation en ambulatoire. Voilà. Quelle que soit l'activité pratiquée, au début, c'est un peu des trucs bateaux, hein, mais bon, après, on va rentrer dans le vif du sujet. Le niveau et les objectifs visés, il faut préparer son corps à l'entraînement. Vous voyez ce petit gars qui est coincé entre 2 molosses, mais peut-être est-il mieux préparé qu'eux. La prévention consiste à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies. C'est la HS qui dit ça. Jusque-là, voilà. Alors, la prévention des blessures. L'intérêt de la prévention, c'est d'agir. Alors, j'ai toutes vos bobines devant, ce n'est pas très grave, je connais mon paplard. La prévention primaire, c'est d'agir en amont sur les facteurs et c'est de préparer son corps. Je vais vous parler aujourd'hui de la quantification, ce qu'on appelle le QSM, là, la quantification du stress mécanique. Il y aura ensuite la prévention secondaire, c'est agir au plus vite dès le début de l'apparition des symptômes, diminuer si possible la phase de repos qui en général n'apporte rien d'autre qu'un déconditionnement tendineux et musculaire et une reprise en douceur de la charge. Donc, c'est le rôle du kiné, c'est d'arriver à tout doucement reconditionner le tendon, reconditionner le muscle à une charge de travail pour l'amener au plus haut niveau lorsqu'il s'agit de sportifs qui ont des objectifs de haut niveau. Enfin, il y a la prévention tertiaire, c'est éviter les blessures, les récidives de blessures. Souvent, c'est ce qu'on traite lorsqu'il y a des grosses blessures qui offrent après, une possibilité énorme de récidive. Je vais encore parler du LCA parce que c'est du ligament croisé, qu'il soit opéré ou non. Une entorse du genou grave avec une rupture du LCA, opérée ou non d'ailleurs, si la rééducation n'est pas bien conduite, s'il n'y a pas cette phase de réathlétisation, avec toutes les difficultés que ça peut comporter, la plupart du temps, on observe qu'il y a énormément de risques de récidive sur le côté blessé, mais même du côté opposé. Tout ça, ce sont des statistiques qui ont été faites et c'est dommage parce qu'une rupture du croisé, ça occasionne un arrêt de travail parfois très long, ça occasionne beaucoup de frais, beaucoup de contrariétés pour le sportif, un arrêt de saison la plupart du temps sur une année. Hein. Voilà. Là, on rentre dans le vif du sujet. Il faut comprendre la cause des blessures. Et ça, c'est un phénomène qui est très mal connu de beaucoup de kinés. C'est un phénomène qui est très mal connu de beaucoup de médecins, sauf les médecins du sport, évidemment, ou les kinés qui ont une formation spécifique. On va parler de maladaptation tissulaire. Certains mots peuvent être un peu biduliques quand vous allez les lire. J'ai choisi de les laisser dans le contexte. Maladaptation, ce n'est pas tellement français, mais la source étant, tous ces sourcés, vous trouverez, si ça vous intéresse, des citations, fait surtout des références, une bibliose sur des sites internet de la clinique du coureur dont je vous parlerai. C'est un site québécois, donc ils ont de temps en temps des formulations un petit peu bizarroïdes. Voilà, les facteurs intrinsèques. Alors, plusieurs raisons pour lesquelles on se blesse. Il y a les facteurs intrinsèques qui sont directement liés à l'individu. Les vices biomécaniques, ça peut être des erreurs de technique, positionnement d'une poignée sur la raquette, une mauvaise technique de natation pour un nageur. Ça peut être évidemment une mauvaise technique de course à pied avec une mauvaise pose du pied, etc. Tout ça, ce sont des choses qui se travaillent avec évidemment un professionnel formé qui va pouvoir corriger tout ça. Les déséquilibres musculaires, la plupart du temps, je crois qu'on en reparle un petit peu après, souvent c'est des problèmes agonistes-antagonistes, souvent des ischio-jambiers très faibles, souvent des adducteurs trop faibles. Voilà, on a ce genre de problème. On a aussi des déséquilibres musculaires très importants entre le côté droit et le côté gauche. Lorsqu'il y a une blessure, par exemple,
fois de plus, une grosse entorse du genou mal rééduquée, forcément, ça entraîne un déséquilibre musculaire. Statistiquement, on observe une augmentation du nombre de blessures d'un côté ou de l'autre. Des fragilités tissulaires, ça peut être dû à différentes problématiques. Ça peut être évidemment l'âge, le tabac ou problématiques, ou des blessures encore musculo-squelettiques qui n'ont pas été bien soignées. Il persiste une fragilité tissulaire, on ne s'en débarrasse pas. Il faudra voir comment arriver à gérer le problème. Les facteurs extrinsèques, ça, c'est plus, on va plus travailler sur le matériel qui est parfois inadapté ou mauvaise raquette de squash, de tennis ou autre, et plus particulièrement la chaussure. On ne va pas faire aujourd'hui un cours sur la chaussure, mais je pourrais rester pendant 1 heure si vous voulez sur la chaussure de course à pied et même celle de l'enfant. Ça peut être aussi un sujet intéressant. Souvent, ce sont des chaussures totalement inadaptées. Le changement de surface est très important. J'ai expliqué aujourd'hui à Viviane, qui est parmi nous, l'intérêt de travailler sur un changement de surface, un changement de dénivelé. Quand on fait de la montée, une course en montée par exemple, on va améliorer souvent sa technique parce qu'on est en détresse un peu cardio, alors on va essayer de s'appliquer. Par contre, dans la descente, c'est la bérésina. On veut rattraper le temps perdu pendant la montée, on ne fait plus attention à sa technique, on fait n'importe quoi et c'est là qu'arrivent les blessures, sans compter qu'on a un déficit excentrique musculaire lorsqu'on fait de la descente. Enfin, en descente, on fait de l'excentrique, donc du coup, on est en surchauffe la machine. Et comme la plupart du temps, on est très fragile, on est toujours trop fragile en descente, en excentrique, pardon, du coup, ça pose problème et on a un déficit musculaire qui peut entraîner des blessures. C'est ce qu'on voit assez souvent. Mais la partie la plus importante qu'il faut retenir, ce ne sont pas les facteurs extrinsèques, intrinsèques, la technique, la chaussure, etc. Le problème numéro 1 des blessures, c'est toujours le même. C'est difficile de dire toujours parce que en médecine, on ne dit jamais c'est toujours, mais c'est quand même très souvent le même. C'est un problème de quantification de stress mécanique. C'est une surcharge de travail sur un outil qui n'est pas adapté à cette surcharge de travail. Donc, c'est ce qu'on appelle les erreurs d'entraînement. Le corps s'adapte dans la mesure où le stress mécanique n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. C'est une des phrases de la clinique du coureur les plus importantes. Je vous ai fait, vous arrivez à voir, vous voyez bien le dessin côté quantification, c'est bon? Il est, ouais, ok, parfait. Donc là, est-ce que vous voyez mon point qui se déplace ici? Parfait. Alors, comment on va lire ce petit dessin? Ici, vous avez une quantité de stress. Ce stress, on va le matérialiser par cette ligne bleue. Samedi après-midi, vous n'avez rien fait, vous avez fait des courses, sorti la poubelle, sorti le chien, vous n'avez pas fait grand-chose, donc vous êtes resté dans une zone de confort. Vous n'avez occasionné aucun stress particulier sur votre appareil musculo-squelettique. Et dimanche, vous êtes parti faire un petit running de 5 km dans le Talagar à Salon. Super. Bon. Et là, vous ressentez une douleur pendant l'activité. Quelle que soit la douleur, on ne parle pas de courbature, on parle de douleur pendant l'activité. Vous ressentez une raideur, une douleur après, vous rentrez à la maison, vous prenez une douche et là, vous mettez à boitiller le pied, le genou ou le dos, peu importe. Ça veut dire que vous avez dépassé ce que moi, je ne vois pas, mais ce qui est sur le côté avec les bobines devant, mais c'est les 100% de la capacité maximale d'adaptation. Vous avez tiré sur la ficelle là et vous avez déclenché une douleur. Ça peut évidemment se traduire aussi par des raideurs matinales. Ça, c'est les mollets du coureur qui n'a pas l'habitude, qui en a fait un peu trop. Le matin, il se lève pour aller aux toilettes à 6 heures du matin. Et là, horrible, il n'arrive plus à marcher. Donc, c'est archi classique. Il va voir le médecin, alors qu'il n'y a aucune raison d'aller voir le médecin. Il faut juste se prendre en charge différemment et avec des bons outils. Donc, on a vu que ce garçon, il a fait 5 km et il a mal. On va essayer de lui expliquer, le kiné, le médecin du sport, ou même le médecin, maintenant, ça sera vous à partir de demain, qui pourra expliquer aux coureurs qu'à condition de respecter un certain dosage et à se situer directement et à reprendre l'entraînement directement dans une certaine mesure, de travail suffisant pour déclencher, pour passer au-dessus de cette ligne verte, vous allez créer les adaptations tissulaires. J'y reviens juste après sur l'adaptation tissulaire parce que c'est quelque chose de particulier. Vous allez créer des adaptations tissulaires. Si vous dépassez la ligne rouge, on a dit, ça fait mal et on est contre-productif et on va se blesser ou en tout cas, on va occasionner une gêne. L'intérêt donc, c'est d'arriver à chaque fois que votre sportif, votre patient ou vous-même allez faire du sport, à vous situer entre ce dosage de ligne verte,
pour créer suffisamment d'adaptation tissulaire sans jamais ne dépasser cette ligne rouge. Donc, regardez cette pointe qu'on a décidé tout à l'heure, on a décidé que c'était 5 km. À force de répéter cet entraînement qui va nous permettre de créer une adaptation tissulaire, qui se fait évidemment pas chez le kiné, hein, on ne va pas voir les patients, ça c'est un travail régulier à faire à la maison, d'accord? On va avoir, ici, ces 5 km, on les retrouve ici, on va s'apercevoir que dans quelques semaines, cette pointe ici de 5 km correspondra au travail demandé. Ça sera la séance du jour. Mais là, on s'apercevra qu'on n'aura absolument pas de douleur parce qu'on aura fait tout ce travail en amont de préparation tissulaire sur le tendon, le muscle, la ponévrose, l'os, le cartilage, enfin bref, tout ce qui peut occasionner ces inflammations. Si on continue ce travail, si on continue cette ligne droite qui représente 5 km, on s'aperçoit que dans quelques temps, votre corps se sera tellement adapté que cette ligne, le curseur que je mets ici, ces 5 km ne seront même pas le travail nécessaire pour continuer à faire des adaptations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez pratiquement n'importe lequel de vos sportifs, mais je dirais même n'importe lequel de vos patients. Si on transpose ça à l'EHPAD, parce que je travaille aussi en EHPAD, si on met ça sur quelqu'un de 90 ans, c'est exactement le même phénomène. Quelqu'un qui ne marche plus, qui a des difficultés pour marcher, si on le remet tout doucement et on le laisse dans une certaine gamme de travail en faisant suffisamment, quitte à déclencher parfois un petit peu des petites douleurs, en tout cas une petite gêne, on va créer de l'adaptation tissulaire et sans être contre-productif en n'en faisant pas trop. Et en répétant ça assez quotidiennement, on va s'apercevoir qu'on va faire des miracles et que papy va remarcher ou notre collègue médecin généraliste va se remettre à courir et va faire des miracles et pourquoi pas faire des courses avec son copain kiné, Lionel. Alors, là, c'est plus compliqué. Pour que nos patients comprennent, ce terme de mécanotransduction, je ne sais pas si je vous en parlais ou pas, parce que c'est un terme un peu barbare, c'est un peu particulier. La mécanotransduction, telle que c'est décrit par les scientifiques, c'est la capacité biochimique d'une cellule, d'un tendon par exemple, c'est la capacité biochimique d'une cellule à s'adapter à un stimuli mécanique. Donc, le sport, et on va imaginer que c'est un stimuli mécanique, et cette cellule va adapter sa biochimie de manière à être plus performante et à mieux encaisser le stress mécanique. On a aussi ce petit dessin que j'explique assez souvent, que je montre assez souvent à mes patients. Le stress est un robinet qui remplit un seau d'eau. Le seau d'eau, s'il n'y a aucun moyen d'évacuation, le seau va se remplir, va déborder et ça va occasionner une blessure. Donc, deux solutions, où on fait une régénération en dessous en faisant une petite évacuation au fur et à mesure que le stress mécanique remplit le seau d'eau, ou bien, de temps en temps, on coupe l'arrivée d'eau, on fait une phase de repos et on reprend l'activité et on refait une phase de repos et on reprend à... Il y a un O de trop, où ça? Je n'ai pas vu. Voilà. Ensuite, la cause des blessures. Ici, ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure. On a beau travailler sur la chaussure, la technique, la surface, les exercices, etc., etc. Le stress, la fatigue, le manque de sommeil, on en parlera tout à l'heure, l'alimentation, tout ça, ça représente une grande partie des blessures, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on en est un peu persuadé. L'entraînement, le volume, l'intensité, etc., représente quand même une grosse source de problèmes dans la préparation des combats, surtout ce qui occasionne beaucoup de blessures. Les facteurs de risque, on reprend un peu le côté intrinsèque de l'appareil musculo-squelettique, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, un déficit de force musculaire, effectivement, augmente le risque de blessure. Le déséquilibre contralatéral, j'en ai parlé déjà, j'étais un petit peu précoce dans mon truc. Le déficit fonctionnel, alors là, c'est plus un contrôle neuromusculaire insuffisant lors de la réalisation de mouvements dynamiques est un facteur majeur de risque de blessure du LCA, mais pas que du LCA. Aujourd'hui, lorsqu'on réalise quand on fait une prise en charge d'une blessure à la cheville, d'une entorse par exemple de la cheville, on va essentiellement, c'est pas la cheville qu'on va rééduquer. La cheville, bien sûr, on va la rééduquer, mais presque elle se rééduque toute seule cette cheville. Par contre, on va rééduquer le contrôle neuromusculaire et on va réveiller ce cerveau et cette connexion entre le cerveau et l'articulation qui va lui permettre d'être plus performante et de limiter le risque de récidive. Et c'est valable pour à peu près toutes les blessures, chevilles, genoux, etc., etc. C'est un travail très important et c'est ce qui, en gros, c'est aussi un travail de réathlétisation.
Le déficit de souplesse, ça c'est évident, on en parle aussi. Les étirements dynamiques au cours de l'échauffement permettent de diminuer le risque de blessure. Les étirements posturaux permettent un gain de mobilité, mais je vous le rappelle, les étirements posturaux sont, je ne veux pas dire très secondaires, ou en tout cas ne sont pas en mettre force à mettre, ça fait partie des mythes aussi. On fait du sport, on s'étire. Aujourd'hui, on en est certain. On fait du sport, on ne s'étire pas. On s'étire à distance du sport. Ce n'est pas la peine de s'étirer juste avant. On travaille la souplesse de manière dynamique. Il faut dire à vos coureurs d'arrêter de faire des étirements comme des malades, surtout sur le tendon d'Achille, quand ils veulent courir après un semi-marathon. C'est le meilleur moyen de se blesser. Donc, on travaille de la mobilité, on fait des petits exercices éducatifs, c'est très bien, un peu d'échauffement, mais surtout, on ne tire pas sur un tendon qu'on va demander de se contracter un grand nombre de fois par la suite. Voilà. Après, là, je vous ai juste fait une petite présentation de nouveautés dans la prise en charge dans la prévention des blessures. Ce sont différents outils qui existent. Ce n'est pas la peine, juste sachez que ça existe. J'ai fait une formation sur un test de détection des profils à risque. En fait, vous êtes surchargé de travail, vous êtes médecin généraliste, vous avez 50 ans, et là, vos enfants, ils sont ados, vous les amenez au ski pour se détendre un petit peu, pas cette année, mais l'année prochaine, et vous allez faire du ski, et vous ne faites, vous, aucun sport. Donc, eux vont se mettre à vouloir tirer la bourre avec leur papa ou leur maman, vous allez essayer de les suivre, et là, vous allez vous faire mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous manquez de souplesse, vous avez certainement un déficit controlatéral, vous avez un déficit entre agoniste, antagoniste, peu importe. En tout cas, il aurait fallu, ça aurait été bien quand même, de faire un test de détection de profil à risque. C'est une batterie de 26 tests qui permettent en fait d'obtenir un petit peu un check-up complet sur la force, sur la souplesse et sur le côté fonctionnel de votre rachis, de votre genou, etc., etc. C'est un outil qui est très intéressant, pas très connu, c'est tout nouveau, et c'est la société Réathlétique qui développe cet outil-là. Mais après, je vais vous reparler de cette société après sur la réathlétisation. Alors, la réathlétisation, c'est une phase qui a pour objectif donc, le retour au sport et, si possible, se rapprocher le plus possible du niveau de pratique initiale. On rappelle que le sportif, il a quand même toujours dans l'idée de toujours aller un petit peu plus vite, un petit peu plus haut, un petit peu plus fort. C'est quand même aussi ce qui l'anime. Donc, il faut respecter cela. Quand vous marquez 35 buts dans une saison, que la saison d'après, vous en marquez 4, même si c'est bien de marquer 4 buts, vous n'êtes pas content. Donc, il faut absolument essayer d'accompagner les sportifs à retrouver leur niveau de pratique initiale. La réathlétisation, quand elle est bien conduite, sert à ça. Les kinésithérapeutes aujourd'hui peuvent se former à cette pratique, les préparateurs physiques également. Mais c'est plus rare dans la région, il y en a moins, il faut aller dans les grandes villes. Voilà. Cette réathlétisation, bien sûr, peut être spécifique au sport pratiqué. Elle ne sera pas la même pour un skieur, pour un joueur de tennis, un footeux ou un coureur à pied, encore moins un nageur, puisqu'on est carrément sur un sport très différent. C'est une étape indispensable après la rééducation et avant la reprise en compétition. Donc, de temps en temps, vous pouvez avoir des kinés qui vous demandent de prolonger un petit peu les séances de rééducation pour parfaire un peu la réathlétisation d'un sportif. Honnêtement, ça vaut le coup de le faire parce que si on peut éviter une récidive qui occasionnerait encore plus de rééducation derrière ou en tout cas un retour en arrière, ça serait bien dommage. Alors, on va quand même parler un tout petit peu, on a parlé beaucoup de l'entraînement, de la réadaptation sur du reconditionnement tissulaire et sur le muscle ou sur le tendon, mais le matériel joue quand même un rôle. Je ne peux pas m'empêcher de vous parler de la chaussure. Jusqu'en 1980-90, tout le monde courait avec ces chaussures-là. En gros, de pas à Vonurmi en 1920 jusqu'à… D'ailleurs, aujourd'hui, les coureurs à pied sur piste courent encore avec des chaussures comme ça. Voilà. Et puis un jour, dans les années 80-90, le marketing s'est dit, pour que tout le monde court, on va leur mettre n'importe quoi, de la technologie. C'est surtout le but étant de vendre de la chaussure beaucoup plus chère. Et au fur et à mesure qu'on a mis de la technologie dans la chaussure, on s'est aperçu qu'il y avait une recrudescence des blessures. Ce sera l'objet éventuellement d'un autre discours. Donc, attention au marketing, attention aux modes, attention aux croyances et aux mythes. Le but du jeu, c'est quand même toujours, et on essaie toujours
de rester le plus proche possible de ce que nous dit la science. Elle évolue suffisamment vite, la science, pour nous remettre en question assez régulièrement. Et arrêtons de croire en des idées, surtout les sportifs sont toujours pleins de mythes sur plein de choses. Et c'est parfois compliqué de se faire écouter, de se faire écouter. Nos conseils sont donc précieux. Voilà, là, juste pour finir mon petit laïus, je vous ai mis en 2 minutes quelques exercices d'une réathlétisation. On a passé cette phase de rééduc. Là, on est sur de la réathlétisation du genou ou de l'épaule. Vous verrez, c'est tantôt l'épaule, tantôt le genou. J'ai fait un petit mixage rapide avec quelques exercices du passage du test CASTART. Le CASTART, c'est un test qui est très intéressant, qui a été validé par la société Réathlétique. Vous avez le bilan, la fiche bilan du CASTART qui est ici en haut à droite. En bas, vous avez la société qui est le Graal, un des Graals le plus intéressant pour quelqu'un qui publie dans une revue comme ça. C'est une validation d'un travail de recherche très intéressant et c'est un test qui va permettre à quelqu'un qui est blessé suite à un LCA de reprendre dans les meilleures conditions son sport au niveau de compétition qu'il avait avant. Voilà, alors là, c'est encore de la réathlée, un petit peu. Ça, c'est un judoka du pôle France qui est en train. Alors, c'est un judoka, il ne sait pas se servir de ses bras, on le voit tout de suite, mais il se sert pas mal de ses jambes, puisqu'il a validé avec son test avec 85% de réussite, ce qui lui permet encore de parfaire un peu son travail, mais voilà. Encore un exercice du CASTART qu'on a vu cet après-midi avec Viviane. Voilà, ça c'est un joueur de rugby, ça c'est un VTTiste qui passe encore une épreuve difficile, extrêmement difficile. Ce test est très très difficile. Encore un autre test, le crossover. Voilà, ça c'est un VTTiste plutôt de très haut niveau qui fait un travail de réathlétisation de ses épaules après une luxation de l'épaule, une chute à vélo. Il a encore des stigmates sur le coude. Voilà, une danseuse qui continue aussi à faire un travail sur ses épaules. Voilà. On ne manque pas d'idées pour faire travailler le corps dans un peu tous les sens. Beaucoup de reprogrammation neuromusculaire, beaucoup de renforcement. Voilà, il faut... Hop, ça passe. Allez, j'ai pas mis les vidéos, ça passait pas. Hein. Voilà, et encore le VTTiste. Et voilà, encore notre danseuse. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On ne peut pas soigner malheureusement toutes les blessures. Je vous ai mis quelques photos sympathiques. Pour finir, je vous remercie. Si vous avez évidemment des questions, n'hésitez pas à me... Je vous enlève ça. C'est très laid. Lionel, à toi. J'ai une question. Est-ce que on peut utiliser ces techniques-là pour les gens qui ont un travail physique? Oui. Après, en fait, comme ça. En fait, en réalité, oui, bien sûr. Quand on a un travail physique, c'est pareil que du sport. En fait, en réalité, quand on fait du sport, on soumet notre corps à un événement, comment dire, à une quantité de stress, exactement comme un agriculteur ou comme un paysan qui va aller tailler ses arbres ou ses oliviers à Mauriès. Le travail, c'est un travail de sportif, c'est pareil. Après, on n'a pas de, faut pas être sectaire. Hein. Tout travail, à un moment donné, qui occasionne un stress mécanique sur un tendon, sur un muscle, sur un os, sur un cartilage, etc., etc. Tous ces sportifs-là ou tous ces travailleurs vont avoir besoin de s'adapter à un moment donné à cette surcharge de travail. Donc, nous, les kinés, par exemple, j'expliquais à Viviane cet après-midi que une méthode aussi qu'on utilise, c'est des techniques d'haltérophilie. Alors, bien sûr, on est sur des charges au départ très légères et pourquoi pas après monter plus. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'obtenir une technique de soulevé de charge, technique de squat, technique d'exercice qui sont en fait des techniques naturelles pour lesquelles on a été
fabriquer. Le squat, c'est ni plus ni moins que la technique pour aller faire ses besoins. À l'époque, on n'avait pas de toilette. Qu'est-ce que vous allez faire pour aller aux toilettes sur un chiotte à la turque? Vous allez faire un squat. Et voilà. Et du coup, vous n'irez pas sur Facebook pendant ce temps-là. Et du coup, vous aurez moins d'hémorroïdes, vous améliorerez votre transit, etc. Non, mais ça, c'est vrai. Donc, à un moment donné, bon, et du coup, vous descendrez votre bassin plus bas que vos genoux. Et si vous faites ça toute votre vie, à 70 ans, vous n'aurez pas les mêmes troubles musculo-squelettiques parce que vous faites ça tous les jours. Donc, voilà. Donc, quelle que soit l'activité, que ce soit un agriculteur, un maçon ou un sportif, et quel que soit le niveau du sportif, quel que soit l'âge du patient, on a besoin de cette activité-là pour conditionner nos tendons, pour conditionner notre appareil musculo-squelettique. Ça, c'est vraiment important. Moins on en fait, plus on se déconditionne. Plus on en fait, plus on reconditionne tout cela, à condition de le faire très progressivement. Autrement, on dépasse la ligne rouge qui représente les 100% de capacité maximale d'adaptation et qui, du coup, occasionne des blessures, des consultations chez le médecin, des rééducations qui, une fois de plus, si elles sont bien conduites, pourquoi pas, si la rééducation est bien conduite. Mais si le kiné, il vous tente des électrodes et il vous fait faire je ne sais pas quoi, s'il ne permet pas au tendon, on le dit souvent, toute technique, si vous partez sur la réduc, ce n'est pas le sujet, mais si, ça peut durer des heures. Viviane, elle le sait. Je l'ai mis peut-être comme ça. Toute technique qui ne permet pas d'augmenter la capacité d'un tendon à supporter une charge ne sera pas intéressante. Alors, encore, c'est un euphémisme. Voilà. Ne sera pas complète. C'est-à-dire que toutes les techniques que le kiné va mettre en place qui ne permettra pas au tendon d'augmenter sa capacité à tenir une charge ou un muscle, etc., ne sera pas ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que on enlève toute la physiothérapie, on enlève les massages, qui peuvent être un outil intéressant, mais qui n'augmentent pas la capacité d'un tendon. Voilà. On enlève les ondes de choc, les machins comme ça. Je ne dis pas que les ondes de choc, c'est pas bien, pourquoi pas. Mais l'onde de choc, si le kiné vous fait que ça, arrêt buffet, ça sert à rien. Ça va peut-être sur le moment enlever un petit peu l'onde de choc, peut-être, et encore, c'est de plus en plus contesté. Ça va enlever la petite calcification, ça va peut-être de temps en temps, pourquoi pas, améliorer dans certains cas. Les études sont de plus en plus contestent de plus en plus cet appareil. Je ne sais pas ce que Benjamin pourra dire parce que peut-être il est équipé. Moi, je refuse de m'équiper de cet appareil-là parce que je ne suis pas convaincu. Par contre, ce dont je suis convaincu, c'est que quand on travaille sur un pied, sur une aponévrose plantaire, sur un tendon d'Achille, etc., là, on a des résultats. Après, les ondes de choc, de temps en temps, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Voilà. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole. Tous ceux qui sont parmi nous peuvent poser des questions. Je pense qu'on même on peut le faire au fil de l'eau, même si Loïc est un peu bavard. Tu parlais de l'échographie tout à l'heure. C'est vrai que c'est une question que je me pose souvent. J'utilise souvent la prescription mais j'aimerais bien avoir ton point de vue. J'utilise souvent la prescription d'échographie pour donner une indication qui est, à mon avis, imparfaite, mais j'aimerais ton avis et celui de Charlène à ce sujet pour savoir quelle est la durée d'indisponibilité ou dans combien de temps la douleur va passer, quoi. En gros, s'il y a un gros hématome à l'échographie ou des déchirures musculaires, l'indisponibilité, la durée de cicatrisation sera sans doute plus longue que si l'échographie est normale. Est-ce que je fais fausse route ou pas? Alors, je dis ce que j'en pense, après tu dis ce que tu en penses. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que quand on a quelqu'un qui ne marche plus, bien sûr, je pense que c'est important, l'échographie. Il faut savoir quand même, ne serait-ce que s'il y a un hématome, ça permettra de comparer par rapport, on fait une écho à J3 et puis une écho à J12, enfin, je ne sais pas. Ça permet de voir l'évolution. Des fois, il faut ponctionner, des fois. Mais quand on a un patient qui ne marche plus, le gars qui a juste mal à l'ischio-jambier, qui s'est fait une petite déchirure de l'ischio-jambier, qui vient vous voir et il boite à peine, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va le récupérer, nous, le kiné, on va le récupérer, et au lieu d'avoir une petite déchirure musculaire, il va lire les mots barbares que le radiologue va marquer, oui. Et là, c'est au secours, quoi. Mais c'est l'effet nocebo de l'examen radiologique qui est souvent important. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai, si le patient arrive en marchant, qui va bien, je vois pas l'intérêt, moi, de faire des
des examens qui seront plus délétères qu'autre chose, notamment lui, psychologiquement, il va se focaliser en disant j'ai une lésion, il y a tant l'hématome, il est tant, il y a tant de saignements. Et au final, on se retrouve avec des patients qui, après, ont plus peur de bouger qu'autre chose. Ils ont plus peur d'aller chez le kiné parce qu'ils ont peur que leur déchirure augmente. Et il y a vraiment un effet nocebo de l'examen paraclinique. Si cliniquement, ils arrivent et qu'ils vont bien, qu'ils ne marchent pas, je n'irai pas jusque-là. Après, oui, ils arrivent en boitillant, en étant sur la pointe des pieds. Je n'aurai pas le même discours et je n'aurai pas le même discours non plus avec les équipes professionnelles dont je m'occupe. J'ai clairement pas non plus la même prise en charge que le coureur qui court 2 fois dans la semaine, donc c'est son plaisir, on est d'accord, mais où il y a moins d'enjeux derrière, non seulement financiers, mais aussi de reprise sportive plus précoce, quoi. Super, merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, mais n'hésitez pas, hein, tous les autres. Marie-Évarie. Alors, on a la chance d'avoir une ostéo qui se connecte et une podologue. J'ai pas vu des collègues kinés. Non, je crois pas. Ils en ont marre de m'entendre. Ouais, je pense que tu es la saoul. journée, je leur raconte ça, ils n'en peuvent plus. Donc, Charlène, je pense que tu peux attaquer. Ok, alors je vais vous partager mon écran. Avec un featuring de ton mari. C'est ça, il y aura un featuring de mon mari à un moment. Ce dont vous a parlé Loïc, c'est, je pense, 80% de la prévention, pour être honnête. La gestion de la charge, mais surtout en prévention primaire, secondaire comme tertiaire, c'est vraiment le truc important auquel je passe mes journées à rabâcher à mes sportifs, mais à mes non-sportifs aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser régulièrement et c'est hyper important. Il y a des petites choses sur lesquelles nous, en tant que médecins, on peut agir parce qu'une blessure n'arrive jamais vraiment par hasard. Donc, il y a des petites choses, soit l'alimentation, le sommeil, voilà, il y a vraiment des petites choses et il y a surtout beaucoup d'idées reçues sur lesquelles il faut lutter aussi. Hop. Pourquoi ça ne va pas fonctionner? Voilà. Donc, on va essayer de voir très rapidement qui vont être les acteurs, pourquoi on parle de prévention et nous, du coup, concrètement, ce qu'on fait. On va s'attarder sur la visite médicale de pré-saison. Alors, moi, je l'appelle comme ça parce que je vois, par exemple, l'équipe de basket de salon, je la vois avant la saison et on fait le point avec eux. Mais en fait, pour le tout venant, c'est la consultation de non-contre-indication à la pratique du sport, qui peut être une vraie consultation de prévention si on a le temps. Je concède bien nos agendas sont souvent pleins à craquer en septembre et quand on a 10 certificats à la suite, on n'a peut-être pas forcément 30 à 45 minutes, comme c'est le cas moi, pour nous occuper de ça. Après, je vous ai remis la gestion de la charge physique parce que c'est vraiment une des choses les plus importantes à mettre en place et à discuter avec nos patients aussi. Donc, qui sont les acteurs de la prévention? L'athlète, c'est vraiment le premier. Il se gère, il se connaît. Alors, il est plein d'idées reçues, certes, mais c'est quand même lui qui est le premier acteur. Après, bien sûr, il y a son entraîneur, il y a tout ce qui est kiné et préparateur physique qui ont un rôle hyper important. Nous, on arrive souvent après tout ça. C'est-à-dire, une fois qu'il est blessé, il vient nous voir. Sauf qu'on devrait pouvoir essayer d'agir en amont en essayant de jouer sur certains facteurs dont on va parler plus tard. Après, il faut faire attention au reste de l'entourage. Je vous le mets comme ça parce que je pense notamment aux petits sportifs, aux jeunes enfants dont on s'occupe, qui ont souvent soit des parents qui poussent, soit des entraîneurs, soit les copines même qui les poussent à aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et il faut vraiment faire attention à ça quand même, au reste de cet entourage qui peut être parfois délétère. Pourquoi on parle de prévention? Parce que l'incidence des blessures, il est élevé, il est en augmentation constante. Alors là, je vous parle, moi, sur des joueurs professionnels, mais la blessure des ischio-jambiers, qui est la chose la plus courante sur les footballeurs, elle est en constante augmentation. On est passé de 2 à 4%. Pour ce qui est on en parle aussi de la prévention parce que ça a des réelles conséquences, notamment sportives. Un footballeur, il aura en moyenne 3 lésions pour 1000 heures d'entraînement. Et un tiers de ces lésions, c'est les ischio-jambiers. Ça entraîne globalement pour la moitié un arrêt sportif. Ce qui met réellement en jeu en face quand il y a une blessure, c'est sa participation notamment au jeu, mais son retour au niveau antérieur. On sait par exemple que sur une rupture de LCA opérée, il y a 40% des joueurs qui ne reprennent pas leur niveau antérieur et qui ne reprennent même pas la compétition.
Bien sûr, la performance sportive, bon, moi, ça m'intéresse, mais je veux dire, c'est quand même important aussi pour certains de nos sportifs, parce que même nos sportifs amateurs qu'on voit au cabinet, moi, j'en ai certains, j'en ai 2, 3, ils ne viennent pas me voir pour la médecine du sport, mais en tant que médecin généraliste, et ils ont fait des Ironman, quoi. Donc, c'est quand même un certain volume de courses, et c'est important d'en parler aussi avec eux. La durée de la carrière est très importante parce qu'une blessure, par exemple, du LCA, c'est 4 ans de raccourcissement, excusez-moi pour le français, d'années de carrière. 4 ans, c'est quand même pas mal, quoi. Les conséquences sur la santé, bon, ça, c'est à court terme, on le voit bien. Le risque de récidive est souvent majeur quand la prise en charge n'est pas optimale. À long terme, alors ça, c'est en train d'être remis en cause, le risque d'arthrose post-LCA, parce qu'il y a 2, 3 études qui vont sortir, donc j'ai lu que les abstracts, mais elles ne sont pas complètement terminées, sur lequel, a priori, on n'aurait pas forcément d'augmentation d'arthrose post-LCA. Et bon, et ça, après la santé mentale, je vais vous en parler sur la santé psychologique de nos sportifs, c'est aussi important de l'avoir en tête. Bon, bien sûr, ça, ça nous concerne moins, mais le coût financier pour les équipes professionnelles d'un joueur à l'arrêt, il est non négligeable. Et dernier point qui est hyper important, pourquoi on parle de prévention, c'est parce que nos programmes de prévention, ils fonctionnent. Si on met en place des programmes de prévention, notamment chez l'adolescent, on s'est rendu compte qu'on avait 40% de taux de blessure en moins. Le FIFA 11 Injury, qui est un programme de prévention qu'a mis en place la Fédé de foot, diminuer chez l'adulte de 30% le risque de blessure, notamment sur les ischios jambiers. Donc, c'est non négligeable quand même. Hop, ça peut fonctionner. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est le bilan médical de pré-saison. Je vais l'appeler comme ça, mais c'est la consultation de non-contre-indication à la pratique du sport, qui est standard. Enfin, il y a quelques choses qui sont standardisées, mais pas pour toutes les fédérations. Et pendant cette consultation, ça peut être certes un examen physique, enfin un interrogatoire, examen clinique et tout, mais on peut aller plus loin, on peut parler troubles du sommeil, alimentation, psychologie. Il faut quand même avoir le temps vraiment pour en parler. Bon, la gestion de la charge, j'en ai déjà parlé, je le remets là parce que c'est quand même 80% du travail pour qu'il n'y ait pas de blessure. Donc, le bilan médical. L'idée de ce bilan, c'est de vérifier que notre patient il ne va pas nuire à sa santé et aussi de vérifier qu'il n'y ait pas d'absence à la pratique de contre-indication à la pratique du sport, en sachant qu'il n'y a quand même pas énormément de contre-indications au sport, quoi. Moi, je m'en sers aussi pour connaître la norme de mon patient, sachant qu'un patient, il est hyperlaxe. Si plus tard, il vient me voir avec une entorse de cheville ou une douleur au genou, au moins, je saurais que déjà de base, il est hyperlaxe. Je ne m'en inquiéterai pas, je ne me dirai pas qu'il y a une rupture. Voilà. Et puis, vérifier l'adéquation entre ce que veut faire notre patient. S'il vient en me disant « j'ai jamais couru, je veux faire l'Ironman au mois de juillet », et son état de santé, je dirais on va peut-être freiner un peu et essayer d'adapter en fonction de ce que vous savez, vous pouvez faire surtout là au jour d'aujourd'hui. Comme je vous disais, il n'y a pas d'examen stéréotypé, sauf pour certaines fédérations. Faites attention, c'est le cas de la plongée, de l'alpinisme, des fédérations de vol en plein air qui ont des examens et des certificats stéréotypés complets. Donc, on doit en faire une en théorie tous les 3 ans. Sauf pour les sports qui ont des contraintes particulières. C'est le rugby, c'est tous les ans. Les sports de combat à risque de chaos, c'est aussi tous les ans. Les sports automobiles, ceux qui utilisent les armes à feu et les aéronefs. Et les sports en environnement particulier, c'est ce que je vous parlais, c'est plongée, spéléo, alpinisme. En sachant que certaines fédérations ne jouent pas le jeu de tous les 3 ans. C'est le cas de la fédération de basket qui impose un certificat tous les ans pour la plupart de ses licenciés maintenant. Ce pourquoi du coup on parle de visite médicale, c'est parce que c'est une consultation où nos patients ils sont pas malades, donc qui est tout à fait adapté à la prévention en fait. On a normalement le temps de leur faire un petit topo sur la prévention des blessures. Alors ça, c'est ce que recommande de faire la Fédération française de médecine du sport. C'est un joli auto-questionnaire que le patient doit remplir. Il y a 28 questions sur à peu près tout et tout. On parle de ses antécédents, de s'il a déjà eu un trauma crânien, de ses blessures, mais également on pose la question sur le point de vue cardiaque de son suivi, s'il a des symptômes à l'effort. Et puis ils ont fait un petit topo pour les femmes, ils ont été gentils de voir comment ça se passe au niveau féminin. En théorie, légalement, on est censé conserver ce questionnaire dans le dossier médical du patient. Et après, ils ont fait un joli
questionnaire, enfin une jolie petite, on va dire, examen clinique stéréotypé pour eux tous les sports. Ce qui est important en fait là-dedans, c'est pas tellement tout l'examen clinique, c'est que vraiment ils font la part belle quand même à demander donc le niveau sportif, le nombre d'heures d'entraînement, c'est important, la scolarité c'est important aussi, moi je pense, parce que quand un enfant fait 10 heures de sport par semaine, j'en ai quelques-uns qui font entre 10 et 12 heures de sport par semaine, je préfère quand même aussi vérifier que ça décroche pas niveau scolaire. Moi je trouve ça important. Après, à vous de voir. Ils nous demandent aussi le carnet de santé. Il y a des choses qui me paraissent moins essentielles comme le talon-fesse en pro-décubitus. Honnêtement, moi, je ne le fais pas systématiquement. Le LASEG actif, la distance, la DDS, c'est vraiment pour la distance doigt-seul pour avoir un ordre d'idée de la souplesse de notre patient. Mais ça ne sera pas une contre-indication pour moi à la pratique du sport s'il n'en a pas. Donc ça, ils nous remettent un petit coup sur les antécédents et si on a des signes cliniques de maladie de Marfan et notamment au point de vue cardiaque, si on a des problèmes qui nous feraient penser qu'on pourrait contre-indiquer au sport. Alors là, je suis un peu en marge quand même du topo sur la prévention, mais juste pour vous dire qu'il y a certaines choses qui sont en cours de changement pour les ECG notamment et les tests d'effort si vous posez la question. Les ECG, la Fédération française de cardiologie, en gros, les recommandations recommandent un ECG de repos à tous les plus de 12 ans jusqu'à 35 ans lors de la première délivrance de licence et à faire ça tous les 3 ans, puis tous les 5 ans à partir de 20 ans. Ça n'a pas trop changé, mais ce qui change en fait et qui va changer en 2020, enfin en 2021, parce que la Société française européenne de cardiologie a sorti ses nouvelles recommandations, c'est pour les plus de 35 ans, où là jusqu'à présent c'était une épreuve d'effort à partir de 35 ans et tous les 5 ans, même sans, enfin tous les 3 à 5 ans, même sans troubles particuliers, sans symptomatologie. Donc, en gros, ils nous ont dit que les dernières recos, elles font la part belle à l'ECG, qui disent quand même que l'ECG est toujours plus efficace que notre interrogatoire et notre examen physique bien conduit. Par contre, là où ils reviennent, c'est vraiment sur l'épreuve d'effort, où ils disent qu'un patient qui est asymptomatique, il y a trop de risques de faux positifs, donc ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'épreuve d'effort. Nous, en cabinet, du coup, comment on sait si épreuve d'effort par épreuve d'effort? Eh bien, il faut se référer à ce qu'il veut faire comme sport, entre les sports d'agilité, de force, les mixtes, les deux, ou l'endurance, en sachant que dès que vous tombez dans des sports qui ont des niveaux d'intensité médium à élever, il y a très de fortes chances que vous deviez faire un ECG. Je vais vous montrer leur algorithme ECG et épreuve d'effort, leur algorithme de décision. En fait, ils disent que facteur de risque cardiaque, en gros, dès que vous n'avez pas de facteur de risque cardiaque, que tout va bien, même si vous êtes sur une reprise d'activité physique, enfin, pas sur une reprise d'activité physique, mais pas de facteur de risque cardiaque et une activité physique régulière, en gros, aucun examen n'est nécessaire. Même pas d'ECG, à partir de 35 ans, vous pouvez signer l'aptitude sans souci. Par contre, si vous tombez avec quelqu'un qui a un facteur de risque cardiaque et ou qui est sédentaire, dans ce cas-là, là, c'est plus compliqué. Il faut se référer vraiment à ce qu'il fait comme sport. Si c'est des faibles intensités ou moyennes, vous n'allez pas plus loin. Si par contre, vous tombez sur des fortes intensités ou très fortes intensités, c'est ECG, le examen physique, ça c'est évident, et le test score. Et après, en fonction des résultats, c'est test d'effort ou pas test d'effort. Voilà ce qui va changer très probablement au courant de l'année 2021 sur nos recommandations. Après, ça vraiment, c'est anecdotique je pense pour vous, je l'avais mis, mais je pense que c'est un peu trop poussé pour la prévention. Si vous faites un ECG, que vous avez des anomalies, il y en a quelques-unes qu'on peut tolérer. Parce que s'ils sont très sportifs, ils sont bradycardes, ils ont des BAV1 et 2, MOBITS 1, ils ont des blocs de branche droit complets, ce n'est pas une contre-indication au sport. Pareil pour la repolarisation précoce. Donc ça, pour le coup, il n'y a aucune contre-indication et ça ne sera pas prédictif de blessures cardiaques, entre guillemets, plus tard. Donc voilà. Par contre, si vous avez toute autre chose, moi-même, même la première, même si je fais les ECG, j'ai tendance à vite envoyer chez le cardiologue si j'ai le moindre doute. D'accord. Voilà. Alors, après, pour ce qui est des contre-indications, là, c'est le truc le plus rébarbatif que j'ai eu à lire pour faire cette présentation, c'est que l'HAS nous a fait une jolie petite recommandation qui fait très exactement 72 pages sur quelles sont les contre-indications au sport. Je vous les lis pas, parce que pour être honnête, ça paraît assez évident. C'est les problèmes cardiaques, les problèmes respiratoires décompensés et le mal perforant plantaire est une contre-indication au sport. Voilà.
Moi, je pense que personnellement, s'il fait pas un sport en appui sur ses pieds, je vois pas pourquoi il peut pas faire de sport, notre diabétique. Mais bon, voilà, bref, c'est eux ce qu'ils nous disent. Globalement, donc l'HAS a donné ses recos, sauf que le problème, c'est que chaque fédération, et c'est à là de se référer à chaque site de fédération, a toutes ces contre-indications. Là, je vous ai fait, c'est illisible, je suis tout à fait d'accord, mais c'était juste pour vous dire qu'en fait, la fédération de rugby, ils ont 4 pages de contre-indications à la pratique du rugby. Donc, ça en fait beaucoup. À côté de ça, par contre, la fédération de vol libre, de parapente, parachutisme et tout, ils ont une petite page à 4. Bon, voilà, l'idée, c'est d'aller y jeter un œil de temps en temps quand on a un doute. La fédération d'échecs qui demande un certificat, eux, ils n'ont pas de contre-indication a priori. Donc voilà. Et c'est là que du coup, la consultation devient beaucoup, beaucoup plus longue. Parce que si déjà on a fait tout ça, on est déjà à bien 20 minutes de consultation. Si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire chercher vraiment tout ce qui pourrait être risque de blessure en un peu plus poussé, eh ben, ça nous prend du temps. Notamment, et ça c'est important, Loïc en a parlé déjà, c'est qu'il faut que nos patients aient quand même des objectifs réalisables. Et c'est là que c'est important quand, en tant que médecin généraliste, vous connaissez le mieux vos patients, vous savez comment ils sont physiquement, vous savez un peu mieux leurs capacités, ce qu'ils sont capables quand même de faire. Et ça, c'est vraiment important, votre connaissance du patient, de parfois savoir un peu freiner le patient ou qu'il soit plus progressif parce qu'ils veulent souvent aller trop vite pour atteindre leurs objectifs qui sont en fait pas du tout réalisables en un an sans encadrement du moins. Et une chose qui est importante, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un sportif qui avait un encadrement, eh ben, le risque de blessure était diminué de 32%. Donc, c'est quand même pas anodin de faire un peu le point avec eux, de savoir qui les encadre, comment ils font, ou s'ils font ça en freelance tout seul dans leur jardin. Donc, voilà. Là, je vais laisser la place à mon mari. Je vais vous parler des troubles du sommeil. Je reprends la main après, vous avez de quoi souffler un petit peu là. Et bonsoir. Donc voilà, moi c'est Benjamin. Je vais vous parler du coup de l'importance du sommeil pour le sportif. Je suis parti du principe que les sportifs que vous recevez dans vos cabinets, ce n'est pas que des sportifs de haut niveau. Donc j'ai été un tout petit peu plus vers la population générale aussi dans ma présentation. Et voilà. Donc déjà, pourquoi est-ce que ce serait intéressant que les sportifs y dorment plutôt que de s'entraîner? Il n'y a pas énormément de preuves que c'est vital en termes de prévention des blessures. Par contre, on a pas mal de pistes. Quand on dort, on stocke plus de glycogène, on consomme moins d'oxygène, on a un moins grand catabolisme des acides aminés. Donc, ça permettrait une meilleure récupération des dommages musculaires périphériques. On a aussi un processus de régulation d'activité neuronale et des émotions, ce qui peut être important pour le coup, surtout quand on a des matchs avec des enjeux, des choses du genre. Et puis, visiblement, c'est aussi pendant le sommeil qu'on a le meilleur apprentissage moteur. Donc, en fait, si on a un sommeil qui n'est pas assez court, on acquiert beaucoup moins ce qu'on a réalisé pendant les entraînements. Ça va être plus important si on est champion du monde de fléchettes que si on fait du powerlifting, mais c'est important quand même. Le manque de sommeil, c'est un problème qui est banal. Certains auteurs en recommanderaient quand même encore plus pour les sportifs. Le truc, c'est que de toute façon, les sportifs n'atteignent ni les durées augmentées qui seraient recommandées par ces auteurs, ni les durées standards. En plus, la compétition a tendance à influencer vraiment de manière négative le sommeil dans tous ses plans, la durée du sommeil, la qualité du sommeil et l'efficacité du sommeil. Comme je m'en rappelle jamais, je vous ai mis un petit peu les durées moyennes de sommeil qui sont recommandées par la National Sleep Foundation. Je pense que Charlène vous donnera le PDF de tout ce qu'on a fait. Comme ça, vous l'aurez pour trace si vous avez besoin. On différencie un petit peu la privation et la réduction de sommeil. La privation, c'est quand il n'y a pas de sommeil du tout. C'est quelque chose qui aime plus dans les études que dans la vraie vie. La réduction de sommeil, par contre, ça, c'est vraiment le quotidien. Chez le sportif adulte, les conséquences ne sont pas ultra bien déterminées, mais on a quand même des grosses pistes sur une baisse de motivation, une baisse des performances cognitives et des mauvaises prises de décision, une baisse de la qualité de la motricité fine. Dans le cas de haut volume d'entraînement, pour le coup, c'est un vrai risque augmenté de blessures. Et puis dans la commotion cérébrale, ce serait aussi à la fois un des principaux facteurs de risque d'en faire une et à la fois un des principaux facteurs aggravants quand on en a fait une. Donc, du coup, en résumé, un mauvais sommeil, ça va vraiment nuire à la performance athlétique, même si on a du mal à isoler vraiment un facteur beaucoup plus déterminant qu'un autre. Hop.
Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est rentré. Voilà. Je vous disais, chez l'adulte, on n'est pas tout à fait sûr. Par contre, chez l'enfant et l'adolescent sportif en particulier, c'est le plus gros facteur de risque qu'on peut modifier. C'est-à-dire qu'en dessous de 8 heures de sommeil par nuit, on a un sacré risque de blessure et un gros cut-off. Et la National Sleep Foundation, comme je vous le mettais en image tout à l'heure, recommande 9 heures de sommeil par nuit pour les lycéens. Et là, je fais juste un petit raccord avec ce qu'a dit Charlène tout à l'heure quand elle parlait de surveiller aussi le niveau scolaire des enfants. Je vous disais que ça, c'était le plus gros facteur modifiable. Le deuxième autre plus gros facteur, c'est les notes de l'enfant à l'école. Donc voilà, c'est intéressant à savoir, je pense. Au-delà du côté de la prévention des blessures, ça joue aussi sur la performance, puisque le sommeil semble avoir une influence sur la perte de masse sur la prise de masse musculaire, et sur la perte de masse grasse. Donc du coup, ça limite pas mal tout ce qui est risque inflammatoire avec la diminution des adipocytes abdominaux. Et puis des meilleurs muscles, c'est quand même des meilleurs perfs et moins de blessures. Toujours un peu plus en population générale. À tendance sportive, on a une relation bidirectionnelle entre le sommeil et la douleur. Et une fois que, par contre, on a des douleurs et des troubles du sommeil qui sont installés, on a des sacrés risques de dépression, ce qui n'est pas franchement quelque chose qui aide à la performance sportive. En cabinet, comment on fait ça? On peut évaluer le sommeil des sportifs. Pour ça, il y a pas mal de matériel en langue anglaise, un Athlete Sleep Screening Questionnaire, qui permet de voir si éventuellement il y a des manques de sommeil. On a la même chose pour les comportements, qui permet peut-être un peu plus de repérer pourquoi ils dorment mal. Vous connaissez, prendre l'échelle d'Epworth, qui sert à évaluer la somnolence en journée. Évidemment, s'il y a des somnolences en journée, c'est probablement qu'il y a des troubles du sommeil. Mais on peut avoir des trucs vachement plus simples. Je vous ai mis pour rire parce qu'elle est validée et étudiée, la Karolinska Sleepiness Scale. Mais c'est simplement une échelle de Likert de 1 à 10 où le patient note la qualité de son sommeil. Donc, on peut vraiment avoir des choses qui sont à la fois simples, reproductibles et faciles à faire en cabinet. J'ai un peu fait des recherches sur ce que faisaient les médecins généralistes pour évaluer le sommeil de leurs patients en général. Et l'outil qui a priori ressort le plus et qui a l'air vraiment facilement utilisé, c'est l'agenda du sommeil. Donc, moi, je m'y suis mis cette semaine, mais je n'ai pas encore de retour d'expérience à vous faire là-dessus. Et puis, si jamais vous avez des doutes ou que vous voulez vraiment creuser la question, le mieux, c'est de réorienter vers un examen au centre du sommeil. Moi, je pense que le minimum qui prend vraiment peu de temps, c'est de demander aux patients une évaluation subjective de la quantité et de la qualité du sommeil et parler aussi des réveils nocturnes et de leurs raisons si elles sont identifiables. Il faut penser un peu au diagnostic différentiel aussi, des troubles de la continence urinaire, le syndrome d'apnée du sommeil qui est particulièrement prévalent a priori chez les sportifs qui ont des coups musclés puisque la masse musculaire aurait tendance à écraser les voies aériennes supérieures quand ils dorment. Chez l'enfant, c'est aussi un problème, l'apnée du sommeil. Et du coup, là, il y a un site isidore.fr qui est super bien foutu avec des petits questionnaires de dépistage parce qu'il y a des caractéristiques qui sont un peu différentes de celles de l'adulte, notamment tout ce qui est un petit peu hyperactivité en journée, peur d'aller dormir le soir, etc. Donc, voilà, c'est spécifique, je vous l'ai mis au cas où. Pour aider vos sportifs à améliorer leur sommeil, il y a 3 stratégies principales qui ont fait leur preuve d'après la littérature. Une augmentation du volume de sommeil, ce qui peut passer par l'utilisation de sieste, ce n'est pas interdit. Une amélioration de l'hygiène du sommeil et puis des meilleures stratégies de récupération post-exercice quand les séances ont lieu le soir ou quand il y a des matchs qui ont lieu en soirée. Donc l'augmentation du volume de sommeil, c'est aussi bête que ça en a l'air. Dans la littérature, ils ont simplement demandé aux gens de passer le plus de temps, de passer jusqu'à 10 heures si possible au lit et de faire des siestes s'ils en avaient l'envie et le besoin. Et effectivement, ils ont remarqué déjà au bout d'une semaine une amélioration des performances au basket comme au tennis, donc des sports qui peuvent être un peu différents en termes de sollicitation. Et la sieste avait un effet modérément positif, même si ça augmentait légèrement la durée d'endormissement. Donc ça, c'est super cool si le patient y arrive, puisque c'est super simple. Pour l'hygiène de sommeil, il n'y a pas d'intérêt de stratégie vraiment à court terme pour mettre en place une hygiène de sommeil. Vous n'allez pas avoir des changements à ce niveau-là sur 3 jours ou sur une semaine.
C'est vraiment sur la durée qu'il semble y avoir des effets positifs, que ce soit au niveau physiologique ou au niveau psychologique. Dans la recherche qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un petit livret qu'ils ont donné à leurs sportifs qui reprenait vraiment tout par étapes. Pourquoi dormir plus ? Comment dormir mieux, notamment en utilisant la lumière, donc éviter les expositions le soir pour éviter de nuire à la sécrétion de mélatonine, favoriser l'exposition le matin pour avoir un réveil de qualité et dépenser pas mal d'énergie pour créer un besoin de sommeil tout au long de la journée. Et puis, ils insistaient dans ce livret-là sur des petits déjeuners riches en protéines. C'est ce qui s'est fait. Je vous ai trouvé un équivalent en français puisque ça c'est dans une étude en langue anglaise, le livret du réseau Morphée que j'ai mis dans les liens à la fin de cette présentation et que vous pouvez éventuellement donner à vos patients ou simplement lire vous pour avoir des bons tuyaux à leur donner. Ce qui n'est pas cité parce que ce n'est pas spécifique aux sportifs, c'est le développement d'une routine de sommeil. Tous ceux qui sont parents connaissent bien le brosser les dents, pipi, laver les mains au lit. Ce n'est pas pour rien qu'on l'utilise, c'est parce que c'est idéal d'avoir vraiment un rituel pour créer l'endormissement. Il faut éviter les chambres trop chauffées, l'alcool ou les médicaments qui ont tendance à diminuer la qualité du sommeil, même si on peut avoir l'impression que ça augmente la quantité. Évidemment, éviter les boissons excitantes, éviter de passer du temps au lit à ne pas dormir. Ce que recommandent la plupart des experts, c'est de garder le lit pour dormir et pour le sexe. Je vais vous parler des stratégies de récupération post-exercice. C'est quelque chose qui a peut-être l'air un peu flou au niveau du titre. Dans la littérature, ils ont testé vraiment un peu n'importe quoi, de la lumière rouge, de la cryothérapie corps entier, etc. C'est tout ce qui va permettre à votre sportif, après un effort en soirée ou en fin d'après-midi, d'améliorer sa récupération. Ça n'a généralement pas des preuves extraordinaires face au placebo. Donc, l'idée, c'est que n'importe quoi qui fait du bien à votre sportif et qui l'aide à trouver le sommeil après l'activité va être indiqué. Par contre, s'il n'a pas des effets subjectifs positifs, ce n'est pas la peine de perdre du temps et de l'argent avec ces pistes-là. Comme vous êtes médecin, j'ai un peu regardé ce qu'il y a au niveau des médicaments. J'en ai un peu parlé avec Charlène aussi, puisque quand même, elle m'a bien guidé là-dessus. Donc, même si c'est cliniquement indiqué, il faut en prendre en compte l'impact que ça peut avoir sur les performances. Si vous shootez vos sportifs, forcément, ça va se ressentir sur leurs résultats. Et puis, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier ça, mais il semblerait qu'une bonne partie des hypnotiques entraîne plus une amnésie de l'insomnie qu'une véritable amélioration du sommeil. Donc, vous pensez que votre sportif a tout son sommeil, vous êtes content, vous êtes rassuré pour lui, et en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, comme c'est quelque chose que moi je travaille pas mal avec les patients dans la problématique de la douleur, je vous ai mis juste un petit truc sur mon expérience personnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont des comportements liés au sommeil que juste un peu du bon sens va permettre de régler. Des gens qui se lèvent la nuit pour manger, qui font des siestes de 4 heures en plein milieu de journée ou des choses du genre. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à discuter avec eux de comment ils dorment et parfois la réponse est vraiment évidente. Donc écoutez vos patients. Et puis, pour les ruminations nocturnes, généralement, l'aide d'un psychologue est vraiment, vraiment efficace. Et puis, je vous ai trouvé une petite infographie qui reprend un peu tout ce qu'on a pu voir et tout ce que vous connaissez déjà, qui permet de faire un peu une petite checklist et vérifier que vous oubliez rien en consulte. Voilà. Donc, je vous ai mis tous ces petits PDF vers de la documentation en français et en anglais qui m'a servi à réaliser la présentation et je vous rends à Charlène. Attends Benjamin, ne t'échappe pas. J'ai peut-être une question pour toi. Alors, tu nous as merci pour cette présentation déjà. Tu as parlé donc essentiellement de l'influence du sommeil sur l'activité physique, mais j'avais une question sur l'influence de l'activité physique sur le sommeil. Okay. Alors, pas tellement, enfin, bon, j'imagine que quand on fait du sport, on dort mieux, mais plutôt sur le fait que on déconseille de faire du sport le soir. Il me semble que c'est une idée reçue, ça, oui non? et non. En fait, effectivement, faire du sport et surtout des sports un peu lourds comme de la muscu ou des choses du genre moins de 2 heures avant le coucher, il me semble que ça a un effet légèrement négatif sur le sommeil. Le truc, c'est que dans l'absolu, tu as quand même plus d'effets positifs à faire du sport, même le soir, peu de temps avant le coucher, qu'à pas en faire du tout. D'accord, super. Donc, c'est bien ce qui me semblait, quoi. Voilà. Donc, c'est mieux le matin, mais au pire, c'est pas si mal le soir. Avant
Le couvre-feu, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Après, les autres, n'hésitez pas hein, à poser des questions. Hein. Je ne pense pas qu'ils mordent, surtout à distance. Non, moi juste, je voulais faire une remarque, c'est que du coup, il y a beaucoup d'informations qui sont dites. Je suis rassurée parce que c'est des informations que j'avais eues il y a 2, 3 ans en amont, voire même 4 ans, et je vois que ça reste valable. Donc je me dis que je dis pas trop de conneries. Donc merci pour les confirmations plus scientifiques et pour les liens. Merci beaucoup. Allez, je vais vous réassommer avec plein d'infos de nouveau. Alors, on va parler alimentation du sportif. Il y a beaucoup d'idées reçues, il y a peu d'études, donc ce qui fait qu'on a peu de recherches, peu de certitudes. J'ai essayé de balayer un peu tout ce que j'ai trouvé en termes de littérature sur les 2 lésions les plus courantes qu'on a, c'est-à-dire les lésions musculaires et les lésions tendineuses. Alors, ce qui plus ou moins a été prouvé, c'est que 5 grammes d'oméga 3 par jour, ça préviendrait la lésion musculaire. Alors, faire manger 5 grammes d'oméga 3 par jour, ce n'est pas toujours évident à nos patients. Donc, écoutez, je ne suis pas sûre que je vais le recommander quand même. La supplémentation en protéines, ça ne diminuerait pas le risque de blessure, mais ça ne l'augmente pas non plus. C'est neutre, en fait. Par contre, ce qui a été prouvé, c'est que les anti-inflammatoires et les antioxydants, les anti-inflammatoires, je vous parle notamment des AINS, les antioxydants, c'est plutôt tous les cachets de complémentation dont sont très friands nos patients. Et ben, ça diminue les stratégies d'adaptation musculaire. Ils entendaient par là dans l'étude en question que ça diminuait la réaction inflammatoire locale qui se fait autour d'une blessure et donc du coup, ça augmente votre temps de blessure. Ça diminue la récupération. Pour ce qui est, alors ils avaient regardé les vitamines. Les vitamines D, ils avaient l'air de dire que si vous aviez moins de vitamine D, vous avez plus de risque de faire, vous aviez moins de récupération et le temps de récupération était augmenté au niveau musculaire. Et pour ce qui est de la vitamine C et E, ils n'arrivaient pas trop à vraiment conclure. Ça, sur cette revue de littérature, ils avaient l'air quand même de dire que oui, ça limitait c'était embêtant au niveau du muscle d'être en déficit de vitamine C et E. Cependant, j'ai lu d'autres études qui, eux, disaient complètement l'inverse. Donc, en gros, pas de statut, c'est statu quo, quoi. Pour ce qui est des lésions tendineuses, ce qui est prouvé, c'est que l'hypercholestérolémie, c'est un facteur de risque de tendinopathie. Ça augmente le risque notamment de rupture de la coiffe des rotateurs et du tendon d'Achille. Ce qui fait que dans les 4 études sur lesquelles, qu'il y a eu sur le sujet, dont j'ai lu, il y avait marqué en gros que le traitement par statine améliore la santé tendineuse. Entre guillemets, en fait, ça diminue votre cholestérol et donc du coup, par amélioration, ça améliore les tendons. Le diabète est un facteur de risque de tendinopathie, notamment Achille et coiffe des rotateurs. Pour ce qui n'est pas du tout prouvé, c'est-à-dire la vitamine C, ça améliorerait les tendons et ça permettrait une meilleure récupération des tendinites. Sauf que ça serait si vous injectez 150 mg par jour de vitamine C en intramusculaire et c'était que sur les rats. Ils n'ont pas extrapolé chez l'humain. Donc, bon, je n'irai pas le faire non plus. Ce qui a été par contre prouvé, c'est qu'aux USA, 80% des patients qui étaient opérés sur une rupture des coiffes des rotateurs étaient en manque de vitamine D. Alors, ce que disait l'auteur dans la discussion de cette étude, c'est que il ne savait pas si on avait une rupture, en fait, arrachement au niveau de l'anthèse du tendon parce que l'os était fragile par déficit en calcium et en vitamine D, donc en gros un os ostéoporotique ou ostéopénique du moins, ou si vraiment la vitamine D améliorait la santé tendineuse. Ils n'ont pas réussi à conclure et j'ai cherché sur Internet, dans d'autres publis, et c'est un peu la même constatation qu'ils ont. Ils ne sont pas allés plus loin dans la recherche. Le curcuma, je vous en parle parce que nos patients aiment bien prendre du curcuma. Je ne sais pas si vous, ils sont fans, mais alors moi, ils sont fans. Ils sont tous à me demander s'ils peuvent prendre des petites gélules de curcuma anti-inflammatoires. Donc, vous pourrez leur dire que globalement, s'ils en mangent 100 mg par jour, ça a peut-être un intérêt.
Mais 100 mg par jour, ça fait quand même une grosse dose. Ça améliore en fait l'organisation du collagène et les propriétés biomécaniques. J'entends par ça qu'en fait, en cas de blessure, ça améliorerait le réalignement des fibres tendineuses notamment et ça permettrait une meilleure plasticité du tendon. Bon, voilà ce qui concluait les études. Moi, pour être honnête, si mes patients ont envie de manger du curcuma, je vais pas, j'ai déjà bien de choses à batailler là-dessus. C'est pas sur ça que je vais batailler, il y a déjà plein d'autres choses, hein, je pense. Donc, en gros, tout ça pour vous dire que sur l'alimentation, il y a peu de recherches. On n'a aucune recommandation, si ce n'est les recommandations de la population générale. La chose qu'on sait, et ça a été, c'est une étude qui est sortie l'année dernière, c'est que chez les patients qui faisaient du crossfit, le fait de faire un changement alimentaire pour améliorer, comme vous allez entendre, améliorer ses performances, diminuer son risque de blessure ou pour maigrir, par contre, ça provoquait plus de blessures. Donc, moi, j'ai tendance à dire aux patients, vu qu'il n'y a pas vraiment de recommandation, rien qui n'a été prouvé dessus, c'est qu'il leur faut une alimentation qui est très proche des non-sportifs et on évite les changements, notamment dans l'année de préparation d'une compète. Je vous ai mis la pyramide alimentaire parce que c'est ce que conseillent les diététiciens, c'est pas moi qui l'ai pondu, hein. C'est qu'à chaque repas, ils doivent avoir une case de la pyramide et l'eau en abondance. Faites juste attention à certains sports où il y a des restrictions de poids. Je pense notamment aux judokas qui ont des pesées assez régulières. Ça peut être aussi les jockeys, ça peut être les gymnastes et les danseuses parce qu'ils ont tendance à faire des restrictions sur certains aliments et donc du coup à être en carence. Moi, j'ai eu notamment récemment une petite danseuse qui faisait une restriction sur tout ce qui était viande et qui était avec une ferritine dans les chaussettes. Donc voilà. Si vous voulez vraiment aller plus loin en termes d'alimentaire et être le plus efficace, on va dire, possible pour nos patients, il y a juste deux choses à savoir, c'est qu'entre les sportifs d'endurance et les sportifs de force, en effet, on ne prône pas tout à fait la même alimentation, mais ce n'est pas parce qu'un sportif de force aura une alimentation d'un sportif d'endurance et vice-versa que l'un ou l'autre aura plus de blessures. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que les sportifs de force mangent plus de protéines que les sportifs d'endurance et que les sportifs d'endurance, il faut qu'ils aient une alimentation riche en glucides, notamment s'ils font des sports de l'endurance de longue durée, c'est-à-dire plus de 90 minutes. Voilà. Si vous avez des patients végétariens, il faut leur préciser que s'ils veulent avoir des super pectoraux pour cet été sur la plage, les protéines d'origine animale sont quand même plus efficaces que les protéines d'origine végétale pour ça. Voilà. Petite juste quid, si vous avez des patients qui prennent des poudres protéinées, de protéines totales ou des lyophilisas, alors il n'y a pas d'augmentation des affections rénales pour ça, mais par contre, on a une fuite de calcium liée à la prise de ces compléments alimentaires. Donc, du coup, il faut faire attention au risque d'ostéoporose plus tard. Voilà. Je ne vous détaille pas la diapo parce que c'est vraiment hyper poussé, mais voilà les seules choses qui sont vraiment à retenir sur ça. Voilà. Au cas où on vous pose la question, c'est vraiment au cas où les os du sportif. Il y en a des milliards sur le marché. Ce qu'il faut retenir, c'est quand est-ce qu'il faut dire à nos patients qu'ils doivent en prendre. C'est-à-dire, s'ils font un effort de moins d'1h30, une eau normale, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Au-delà d'1h30, il existe différentes eaux. Globalement, elles sont toutes riches en sucre, en sel, plus ou moins de protéines si l'effort est long parce qu'il faut apporter des protéines après pour que le muscle puisse fonctionner. Donc voilà. Plus ils vont dans des températures chaudes d'effort, ce qu'on sait tous, c'est assez logique, plus ils doivent avoir des eaux riches en eau et peu d'apport haut de protéines en glucides dedans. Par contre, plus ils vont dans les températures froides, plus ils ont besoin d'apport énergétique, donc il faut que les eaux soient riches en glucides. Voilà. Pour ce qui est donc de l'alimentation du sportif, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'il n'y a rien de vraiment prouvé qui améliore les performances. Il faut juste faire très attention aux idées reçues. Je vous ai mis quelques-unes parce que c'est juste, je pense, le dernier mois de consulte où j'ai eu droit à ça. J'en ai tellement d'autres, je pense que vous aussi. Il faut vraiment faire attention et plus lutter contre les idées reçues que faire des gros changements alimentaires chez nos sportifs. Pour ce qui est par contre de la psychologie de nos sportifs, là pour le coup, que ce soit le sportif du dimanche ou le marathonien, il a été prouvé qu'un sportif optimiste qui avait une forte estime de lui-même, il se blessait moins et il récupérait mieux quand il se blessait.
que tout élément de vie négatif, eh ben, ça augmentait le taux de blessure, ça rallongeait la maladie et ça diminuait les performances. Si on a un athlète qui a un faible niveau de concentration, qui a un faible niveau d'éveil avec une motivation basse, il augmente son risque de blessure. Mais vice-versa, s'il est trop motivé, trop concentré, il augmente aussi son risque de blessure. Donc, le tout, c'est de trouver un peu la zone optimale dans son fonctionnement. En termes de troubles psychiatriques ou psychologiques du sportif, il y a les choses spécifiques du sportif et puis après, il y a tout le panel de pathologies qu'on connaît qui sont très facilement applicables à nos sportifs. Ce qui est vraiment spécifique du sportif, c'est le syndrome du sportif de pointe. C'est en gros des sportifs qui vont, vous aurez l'impression qu'ils sont un peu bipolaires en gros. Ils vont de la dépression au mode hyper enjoué, du surinvestissement à je laisse tout tomber, j'arrête tout parce que j'ai fini 3e à ma course. Ils passent de j'aime tout le monde, je fais des câlins, tout le monde et j'attrape le Covid à je suis chez moi enfermé. Et puis pareil au niveau blessure, ils font du up and down régulièrement. Après, il y a la peur du succès. Bon, ça, c'est assez courant chez les sportifs. Et le surentraînement, il faut être vigilant. C'est à niveau d'entraînement égal, voire même augmenté, on a une diminution des performances. D'accord ? Et après, comme je vous disais, tous les autres troubles psychiatriques qu'on connaît et qui peuvent être applicables aux sportifs, notamment les troubles du comportement alimentaire, pour lesquels il faut être assez vigilant. Plus on les repère vite, moins on a de conséquences sur les blessures et le risque de blessure. Ça a été prouvé aussi. Pour ce qui est de l'équipement et de la protection, alors là, je vais être assez basique. Il faut être réaliste. Aux urgences, il y a une étude qui a été faite en 2016 qui montrait qu'en fait, les enfants qui rentraient pour un traumatisme lié au sport aux urgences, dans tous ces enfants-là, donc l'étude elle a duré 1 an, il y avait 1200 patients entrés dedans. Il y avait 83% des enfants qui n'avaient aucune protection pendant leur accident. Et dans ces 83%, il y en avait quand même plus de la moitié qui disaient on les a à la maison, mais on ne les met pas, en gros. Au Luxembourg, ils se sont amusés à chercher, à savoir quand est-ce qu'en fait les joueurs, les sportifs mettaient leur protection. Et la réponse a été quand même assez unanime, c'est qu'en fait, ils les mettent pour éviter une seconde blessure ou pour protéger une ancienne, mais jamais en prévention primaire. D'où notre rôle, en fait, important en prévention primaire, d'évaluer les protections qu'ils ont, mais aussi de leur rappeler le bénéfice et les risques encourus s'ils ne les portent pas. L'idée, c'est de se protéger des chutes, des autres et d'un environnement dangereux. Je pourrais vous parler de l'équitation pendant des heures parce que c'est un de mes chevals de bataille en ce moment avec la Fédération française d'équitation. La bombe, c'est le minimum. Le gilet de protection chez les moins de 16 ans, c'est obligatoire maintenant pour toute pratique en club. Et il faut vraiment être sensible auprès des parents en leur expliquant que s'ils se font marcher dessus par le cheval sans leur gilet de protection, eh ben, ils y laisseront notamment des côtes, mais un poumon derrière. Et j'ai quelques enfants qui se sont fait aussi des clavicules, ça c'est assez récurrent. Donc voilà. Pareil pour le roller, le rugby, le protège-dents qui est là pour protéger la deuxième vertèbre cervicale en cas de choc direct en fait. Et le protège, mince j'ai un trou de mémoire, enfin, l'espèce de bonnet là, leur cache-oreille qui est là en fait pour éviter l'arrachement quand ils se mordent les oreilles entre eux. Oui, bah, ils ont des sports bizarres au rugby, j'y suis pour rien. Voilà. Donc ça, dernière chose, ça paraît basique, mais l'été, on voit tous des coups de chaud à Toko parce que je suis allée courir sur la plage ou j'ai oublié de m'hydrater ou alors moi j'ai eu droit aussi, ah oui, j'ai mis mon pull parce que j'ai entendu que si je suais plus, je maigrissais plus. Bref, bon, on fait du sport avec un équipement adapté. Loïc vous a parlé des chaussures, mais ça peut être aussi les vêtements, quoi. L'hiver, il faut avoir des vêtements qui permettent de faire déperler la sueur. Et l'été, être assez couvert pour pas avoir trop de sueur, mais pas trop non plus. Donc voilà, et une hydratation optimale, parce que ça m'énerve de voir des coups de chaleur l'été pour du sport. Je trouve que c'est un peu bête, quoi. Voilà. Petit quid pour les femmes. Le sein et le sport, on n'en parle pas assez, mais le sein, il est directement traumatisé par traumatisme direct, donc s'il se prend un coup, mais aussi par friction. Vous verrez ça chez les femmes qui font beaucoup de vélo ou de course. En fait, le frottement des vêtements et des sous-vêtements entraîne une irritation du mamelon qui devient rouge, sanguignolant et qui peut même, j'ai même vu une femme qui avait le mamelon arraché.
Donc, il faut faire assez attention. Même si tout ce qu'on retrouve en termes de traumatisme, enfin de lésions au niveau des seins liées au sport ne dégénère pas en cancer, en tout cas sur ce qu'on sait. Le problème, c'est que ça donne des images cancer-like à la mammographie. Du coup, après, on se retrouve avec des gens qui ont des biopsies. Bref, il faut quand même, si on peut éviter d'avoir des blessures à ces endroits-là, c'est quand même mieux. D'autant plus qu'on peut avoir bien sûr un hématome lié au sport et en dessous une lésion tumorale. Et puis, petite chose un peu sympathique, c'est que ça diminue quand même le risque de cancer du sein et de cancer de faire du sport 3 à 4 heures par semaine, a priori. Donc, la protection contre les chocs directs, c'est assez simple, hein. Je vais vous montrer des soutiens-gorge complètement adaptés à la pratique du sport, c'est-à-dire c'est rembourré, c'est doublé pour les sports de combat, pensez-y bien. Alors, expliquer que juste le soutien-gorge, ça ne suffit pas, qu'il faut mettre de la vaseline autour du mamelon pour éviter les frictions. Qu'il ne faut pas hésiter à faire un pansement par-dessus le sein avec, par exemple, du Mepilex pour éviter les traumas sur les sports de combat. Et il y a une autre chose, c'est que le sein, pendant qu'on fait du sport, il a une cinétique qui est 20 fois plus importante que la course de votre pied à la course, il paraît. C'est même pas une pareille, c'est lors d'un congrès, ils nous ont montré une vidéo, ils s'étaient amusés à mettre des capteurs sur le mamelon pour voir la cinétique du sein. Je pense que le mec avait que ça à faire, mais bref. Son étude montrait que globalement, le sein bougeait plus qu'un pied pendant qu'il courait. Donc, en gros, c'est ça qu'il faut globalement, c'est des brassières avec un tissu très peu élastique, avec vraiment très important que ça croise derrière. Des bretelles droites ne maintiennent pas pareil que des bretelles croisées, notamment pour ce qui est de la cinétique du sein. Le sein bouge plus sur des bretelles droites. Voilà. Donc, moi, ça, généralement, j'en parle beaucoup aux jeunes filles parce qu'elles n'ont pas forcément ce qu'il faut. Donc, j'en profite pendant la consultation de non-contre-indication à la pratique du sport pour leur toucher 2 mots sur leur brassière de sport. Voilà. Alors, là, c'est plus, oui, quand même, nous, ça nous concerne. Pour ce qui est des médicaments et des blessures, la liste qui est très longue quand on cherche de médicaments qui peuvent provoquer des blessures. Donc, je vous ai mis ceux qu'on connaît, qu'on connaît globalement le plus. Les quinolones, bien sûr, ça augmente le risque de tendon d'Achille, de tendinopathie Achille et le risque de rupture du tendon d'Achille. Les statines, quoi qu'on en dise, ça n'augmente. Il n'y a aucune association statistique entre augmentation des blessures et prise de statines. Les hypnotiques et les anxiolytiques, on en a parlé pour le sommeil. En effet, ça provoque des troubles de la vigilance, donc un risque de commotion cérébrale et ça augmente le risque de seconde commotion cérébrale. Par contre, ça augmente la fatigabilité musculaire de manière assez importante. Les diurétiques, ça donne des crampes par fuite de calcium. Ça ne va pas donner une franche blessure, mais il faut, au cas où nos patients nous en parlent. Les glucocorticoïdes, attention parce que c'est un produit dopant et si nos patients en prennent, il faut qu'ils aient une ordonnance spécifiant la quantité, la durée et même avec ça, s'ils sont testés positifs, ils sont exclus de la compétition. Voilà. Et les AINS, je vous en ai déjà parlé. Si on peut éviter en précoce derrière la blessure, c'est-à-dire dans les 5 jours derrière une blessure, c'est mieux parce que ça évite d'inhiber la réaction inflammatoire locale. Et donc, du coup, ça nous réduit pas notre temps de blessure. Enfin, ça réduit notre temps de blessure de ne pas mettre d'anti-inflammatoire. Désolée, je ne suis plus très claire, passé une certaine heure, je crois. Et puis, il y a plein d'autres choses, les chimiothérapies, les aminosides. Comme je vous dis, la liste est hyper longue. Je pense que je pourrais passer la journée à vous parler que de ça et même moi je ne connais pas en tout là-dedans donc parfois je regarde vraiment sur le Vidal quand j'ai un doute. Voilà. Ça parce que c'est aussi un peu mon dada. Les enfants, un enfant c'est un petit homme en croissance mais il y a vraiment des particularités à faire attention. Ils ont un squelette très cartilagineux donc on a des fractures un peu particulières de l'enfant notamment en mode de beurre et en bois vert qui ne sont pas des réelles fractures mais sur des petits traumatismes, on peut avoir ce genre de choses. La jonction ostéoligamentaire est plus résistante que la structure osseuse, donc vous allez avoir c'est le cas par exemple des entorses avec des avulsions osseuses, donc il ne faut pas passer à côté quand on a un enfant qui vient pour une entorse. Moi, j'ai tendance quand même à faire facilement une radio si j'ai un moindre doute.
les pathologies de cartilage de croissance, les maladies de Sever, les Osgood-Schlatter, on en a plein, on en voit vraiment régulièrement. Donc, c'est vraiment très important d'être vigilant là-dessus et d'avoir un discours de prévention auprès des parents quand ils viennent pour leur certificat sur notamment la gestion du sport, mais aussi du stress en tout genre autour, notamment les cours, qu'ils ne surchargent pas trop, la prise des médicaments, le sommeil et ainsi de suite. Voilà. Et puis ça, parce que je me bats aussi là-dessus avec la Fédé d'équitation pour la commotion cérébrale, c'est hyper important. Une dernière étude sur les accidents de la vie française montrait qu'il y avait 14% de traumas crâniens dans la pratique sportive, mais ils ne distinguaient pas s'il y avait commotion cérébrale ou pas avec. Enfin bon, bref, aux USA, ça représente quand même un certain nombre de patients, et surtout le problème, c'est que c'est en augmentation depuis 10 ans. On en a plus de 60% là sur les 10 dernières années. Ça concerne les sports bien sûr de contact et à risque de chute, mais ça peut aussi concerner le coureur qui court, qui se prend les pieds dans son caillou, qui tombe et qui se tape la tête. C'est le truc basique et bête et méchant, mais ça peut aussi les concerner. La commotion cérébrale, elle est pas très bien définie dans sa définition. C'est un traumatisme de la tête et du cou. Mais ça prend en compte aussi la cinétique du choc, le fait qu'en fait, on considère qu'il y a ici un ralentissement rapide d'un mouvement du corps avec une tête fixe. C'est aussi une contusion, une commotion cérébrale. Pour ce qui est des signes cliniques, ils sont non spécifiques et variés. Ça va du maux de tête en passant par le fait je ne me sens pas très bien, un peu vaseux aujourd'hui, en passant par les vomissements, les troubles de la conscience, les troubles de l'humeur. Donc, c'est vraiment un très long panel, très étendu en termes de signes cliniques. Ce pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'il y a une seule fédération qui a un protocole vraiment très strict en termes de commotion cérébrale, c'est la Fédé de rugby. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à long terme, ils avaient de réelles pathologies, notamment l'encéphalopathie post-traumatique qui a été vue chez les joueurs de football américain aux USA. En France, grâce au ciel, touchons du bois, nous n'en avons pas pour l'instant, mais c'est grâce à ça que la Fédé de rugby a mis en place un protocole très strict. Bien sûr, à court terme, le risque, c'est le second impact, le syndrome du second impact. Et là, c'est mortel. En fait, c'est un œdème cérébral qui arrive dans les 4 à 6 heures derrière la commotion cérébrale. Et malheureusement, c'est fatal dans, je crois, 80% des cas dans une étude que j'ai lue. Ce qu'on peut faire, c'est que si nos patients viennent en nous disant « j'ai tapé la tête », parfois ils ne le disent pas toujours, ils disent « oui, je me suis fait mal au sport » et ils ne pensent pas qu'ils ont tapé la tête parce qu'ils se sont relevés, ils ont continué leur sport et tout allait bien. Examen clinique, ok, ça, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous avez besoin d'aide, il y a un score qui s'appelle le SCAT-5 qui détaille vraiment très bien les choses qu'on doit regarder et on les regarde donc à H0, j'ai envie de dire. Ils ont une réévaluation normalement à 2 jours après, à 48 heures, et toutes les 48 heures, ainsi de suite. Alors, c'est compliqué, c'est facilement mis en place pour des sportifs professionnels qui ont une équipe autour d'eux, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, pour les sportifs amateurs, c'est juste au moins de faire une première évaluation, et si on a le moindre doute, de les réévaluer. Moi, j'ai tendance à facilement leur donner la fiche de surveillance en leur disant, écoutez, s'il y a le moindre souci, vous nous rappelez, voire même à les reconvoquer. La prise en charge, bon, si c'est sur le terrain, c'est une exclusion du terrain et un repos de 48 heures, mais c'est sportif et intellectuel. C'est-à-dire qu'en théorie, en cas de trauma, de contusion cérébrale, que ce soit un sportif ou un non sportif, on est censé leur dire, vous restez chez vous dans le nord sur votre canapé, sans téléphone, sans ordi, sans musique, sans rien. C'est compliqué à mettre en place, je suis tout à fait d'accord. La Fédé de rugby, eux, ils l'ont vraiment imposé. Ils imposent à leurs joueurs de rester chez eux, de jouer jusqu'au Scrabble et aux échecs s'ils veulent, mais c'est la seule chose qu'ils ont le droit de faire en gros. Et après, c'est des reprises progressives par 48 heures. Quand moi, j'ai des gens qui viennent me voir pour notamment des chutes d'équitation, j'ai tendance à leur expliquer que voilà, il faut reprendre l'activité de manière progressive par 48 heures et on voit avec eux ce qui n'est pas du tout enlevable de ce qui est enlevable, quoi. Quand ils me disent je peux pas, je suis désolée, c'est le week-end, ok, en effet, je peux éteindre le téléphone professionnel, pas voir les ordis, pas l'écran. Je peux ne pas faire de sport, ok. Par contre, quand c'est en plein milieu de semaine, que le mec vous dit j'ai 3 réunions hyper importantes internationales en visio, c'est un peu plus complexe à mettre en place. Mais on essaye au moins de mettre en place un repos cérébral.
et une reprise, en fait, une gestion de la charge cérébrale, là, qui n'est pas du tout physique, mais cérébrale, pour une reprise progressive et limiter les lésions. Une chose hyper importante, même s'ils ont mal à la tête, c'est une contre-indication formelle aux antalgiques, la commotion cérébrale, parce que ça augmente le risque de syndrome post-confusionnel, et c'est-à-dire le syndrome post-commotionnel, excusez-moi, qui augmente du coup les maux de tête à long terme. Ça peut être des migraines, mais même ça peut aller jusqu'à l'épilepsie au long cours. Donc, voilà. Donc, on a un réel rôle de prévention. Comme vous pouvez le voir, alors c'est pas très clair, c'est un peu flou, mais ça, ce grand tableau, c'est le rugby qui fait ça, qui fait une fiche qui a donné à tous les entraîneurs, qui est hyper bien détaillée avec les signes cliniques, qu'est-ce que vous devez faire, avis médical, pas avis médical. Et à côté, vous avez la Fédé d'équitation qui représente quand même un certain nombre de licenciés en France et qui a le vent très en poupe et qui, là, en gros, ça, c'est une fiche qui est donnée juste au directeur du club, même pas aux enseignants. Ils ne sont pas obligés d'en avoir connaissance. Et que si jamais la personne tombe sur la tête, en gros, les 3 règles d'or, c'est vous voyez votre médecin. Si vous vomissez, vous allez aux urgences. Donc, ça fait vraiment ça prévient des choses graves, mais pas forcément juste du syndrome post-commotion qui peut quand même être très embêtant au long cours, et notamment si il remonte à cheval, parce que c'est ce qu'on dit souvent, c'est il faut que tu remontes tout de suite pour pas avoir peur. Oui, mais enfin, tu as tapé la tête, non, tu sors, tu laisses ton poney en carrière et puis surtout, tu te mets au calme. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a un rôle de prévention là-dedans aussi sur la commotion cérébrale qui est non négligeable parce que voilà, il y a peu de fédés qui ont des protocoles. Donc, en conclusion, j'ai été trop vite. Je peux vous dire que le suivi médical est essentiel. Le kiné, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la gestion de toutes ces petites blessures qu'on a qui sont très agaçantes pour nos sportifs. La gestion de la charge, c'est le truc le plus important. Nous, on peut lutter contre les idées reçues, à savoir qu'une bonne hygiène de vie, c'est une bonne pratique sportive généralement. S'ils sont bien cadrés dans leur vie à côté, globalement, ça va bien au niveau sportif. Et l'idée, c'est qu'on ait tous une action coordonnée ensemble, donc que ce soit les kinés, les préparateurs physiques, l'entraîneur, le podologue et ainsi de suite. Moi, j'ai facilement tendance à prendre mon téléphone et à les appeler. Voilà, je pense que je vous ai bien assommé là. Pour 22h30, c'est pas mal. Je pense que vous êtes en mode pré-dodo là. Donc moi, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, merci tous les 3. Franchement, merci beaucoup. Moi, j'ai une question par rapport à la vitamine D, juste sur le coup des 80% aux États-Unis. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a déjà une énorme carence en vitamine D de base dans la population générale? Parce que c'est ce qu'on dit même dans le sud de la France, c'est que donc, en gros, tout le monde est carencé vu qu'on ne s'expose plus pour le risque mélanique. Donc, est-ce que c'est pas une fausse corrélation? C'est justement ça, en fait, un des biais de leur étude, c'est que clairement, ils partaient pas, on n'avait aucun taux de référence avant blessure pour la plupart des patients. C'est juste, en fait, à l'arrivée au bloc opératoire, bim, on vous prend un tube pour la vitamine D. En gros, c'était ça leur protocole et on voit ce que ça donne. Et ils ont conclu qu'il y avait 40% de déficit en vitamine D. Ils n'ont pas pris en compte, en effet, où vivaient nos patients, leur rapport alimentaire, comment ils étaient de départ, et si par hasard, on ne sait jamais, ils n'étaient pas ostéoporotiques ni rien, parce que dans ces 80%, il y avait des sportifs, des non-sportifs. Donc, clairement, l'étude, elle n'est pas montée de façon à ce qu'on puisse en sortir une recommandation. Ça, j'en suis claire. Pour moi, ça ne me paraissait pas du tout faisable. Je vous le mets parce que c'est à terme anecdotique. On en entend parler quand même pas mal de la vitamine D. Et il y a certains patients qui peuvent vous en parler. Au moins, on aura de quoi leur répondre maintenant. Quoi. Ok, merci. J'ai une question sur l'électrocardiogramme. Oui. Est-ce qu'on a des données probantes sur l'intérêt, parce que tu parlais de l'intérêt de faire un ECG à partir de 12 ans. Pardon, à partir de 12 ans, tous les 3 à 5 ans. Il me semblait que c'était basé sur une étude italienne qui a été assez controversée et parce qu'avec vraiment pas beaucoup d'effectifs dans leur étude. Et puis voilà, intuitivement, j'ai envie de dire un ECG de repos qui dure 15 secondes, à part tomber sur un Wolff-Parkinson-White, qui n'est quand même pas la majorité des cas, sur une patientèle de médecine générale, c'est pas très rentable, je trouve.
Je suis assez d'accord avec toi. En effet, à part avoir, je vais dire, la chance ou la malchance de tomber sur The Anomalie à ce moment-là, l'ECG malheureusement de repos n'est qu'un reflet au repos de ce qui se passe, d'un patient qui est allongé sur ta table depuis 5 minutes, à qui tu as déjà pris l'attention, le machin, le ci, le là. Donc, je vois la recommandation française est en effet basée sur cette histoire de dire il faut qu'on fasse un ECG à tous nos plus de 12 ans. Pour être honnête, moi je trouve que c'est un peu strict. Si c'est pour nos enfants qui font 3 heures de sport dans la semaine, il faut quand même relativiser un peu les choses. Après, se pose la question pour les sportifs qui sont dans le surentraînement ou les surclassements, où là, dans ce cas-là, c'est obligatoire tous les années par les fédérations. L'étude, c'était vraiment l'étude italienne. Il n'y a rien eu de plus. J'ai cherché, il n'y a pas eu plus de données là-dessus, à savoir est-ce qu'il y a un rendement à faire un ECG à tous nos enfants qui viennent tous les 3 ans, quoi. La seule chose qui a été plus étudiée, c'est l'ETT pour le coup. Et si vous avez des enfants qui sont dans les pôles espoirs ou dans des pôles sportifs, donc qui ont une activité entre 6 à 8 heures de sport par semaine, dans ce cas-là, oui, ils ont une ETT obligatoire avant 16 ans et ils doivent en refaire une avant 20 ans. C'est la seule chose qui a été étudiée vraiment, c'est pour détecter les cardiomyopathies dilatées. Et voilà. Pour le CG, c'est toujours basé sur la recommandation est basée toujours sur cette étude italienne, hein. Ils n'ont pas vraiment beaucoup bougé, que ce soit l'HAS ou la Société française de cardiologie. J'espère que ça va bouger cette année avec les nouvelles recos européennes. On verra. C'est pas du grade A, quoi. C'est un peu le parapluie pour dire on a fait un truc, quoi. C'est pas très satisfaisant. J'espère effectivement que ça va bouger de ce côté-là. Loïc a disparu. J'avais une question pour Loïc, mais il a disparu. Dommage. J'aurais bien aimé. On va peut-être profiter que ton mari est kiné. Charlène, qu'est-ce que les kinés n'aiment pas qu'on dise aux patients avant de les envoyer ça, pour avoir discuté longuement avec Loïc, il me dit arrêtez de dire ça aux patients. Je dirais que c'est un sujet assez vaste. Pour moi, ce qui est le plus compliqué et le plus embêtant, c'est quand la douleur du patient a été liée à des examens paracliniques qui peuvent très bien être asymptomatiques et qui ne sont pas forcément en plus en lien avec les symptômes. On voit quand même assez souvent des tendons d'Achille qui vont avoir des épaississements, etc. Et je crois que dans plus de 60% des cas, en fait, on en retrouve aussi dans la population asymptomatique. Et c'est le genre de truc qui crée derrière, dans la tête du patient, l'idée qu'il faut à tout prix une intervention mécanique, voire une intervention chirurgicale pour corriger ce défaut anatomique-là, et qui va limiter l'engagement dans les exercices qui a peut-être altéré un peu l'histoire naturelle favorable de la plupart de ces troubles musculo-squelettiques. Et pareil, tout ce qui va être de le dissuader à faire de l'activité. Effectivement, le repos relatif, c'est souvent très intéressant et c'est quelque chose qui est utile en cas de blessure. Le repos strict, c'est quand même un peu une catastrophe. Et voilà, moi, c'est 2 trucs qui me paraissent les plus embêtants. Ouais, je suis étonné que Loïc n'ait pas parlé de kinésiophobie dans sa présentation. Pourtant, je sais qu'il en parle. Je recommande à tout le monde le podcast qui s'appelle Le temps d'un lapin, qui est fait par des kinés, qui est très très bien fichu, que j'écoute en courant quand je peux courir, mais je cours souvent le soir, d'où mes questions de tout à l'heure, et donc je cours un peu moins en ce moment, et qui parle de ces questions-là, de Schutzlatter dont on a parlé tout à l'heure, et qui sont très intéressantes. Et dont Loïc m'a fait une démonstration assez brillante avec ma fille qui avait une douleur musculaire et puis qui est repartie sur ses 2 pieds alors qu'elle est rentrée avec 2 béquilles. Oui, tiens, les béquilles. Oui, c'est du repos relatif. C'est un outil de décharge.
Avec une béquille, tu diminues de 30% le poids de corps sur un membre. Avec deux béquilles, tu diminues quasiment de 50%. Du coup, ça peut par exemple permettre de conserver une marche alors qu'elle serait impossible sans béquille. Donc à ce moment-là, c'est super. Maintenant, si la marche est tout à fait possible sans béquille et qu'on fout deux béquilles à un patient et qu'il ne pose plus le pied par terre, effectivement, comme tu dis, on se retrouve plutôt avec un cercle vicieux d'évitement de la contrainte qui va entraîner aussi de la kinésiophobie, la peur de reposer ce pied par terre et qui va plutôt entraîner une chronicisation alors qu'on aurait une histoire naturelle de la maladie correcte si le patient avait posé le pied et s'était juste calmé quand ça avait fait mal. Ok, super, merci. Il n'y a pas de quoi. Si j'ai quelque chose à rajouter, et là c'est plus vis-à-vis de nous médecins, les patients qui viennent nous voir et qui sont déjà en cours de kiné, alors je veux ne vexer personne, mais je vais le dire comme je le pense, il faut un peu évaluer ce que fait votre kiné, parce que si c'est de la papouillothérapie, ben très bien, ils vont se faire papouiller chez l'esthéticienne et ils le payent. C'est pas à la sécu de payer la papouillothérapie. Et en plus, on n'aura pas d'efficacité, on ne va pas améliorer les choses, ils ne vont pas récupérer, ça n'a aucun intérêt. Donc, la lumière rouge, bleue, l'appui de couleur, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai tendance facilement à dire à mes patients, et désolé aux kinés qui risquent de peut-être le prendre mal, mais leur dire, si ça n'avance pas, il faut peut-être qu'on change de kiné. Voilà. Parce que moi, il faut quand même qu'il y ait du résultat, il faut surtout qu'il y ait quelque chose de palpable et d'efficace. Si scientifiquement parlant, ce n'est pas prouvé que ça fonctionne, je ne vois pas l'intérêt d'envoyer un patient pour qu'il le fasse. Donc voilà, donc je veux vexer personne, mais je suis un peu cash souvent, donc je le dis comme ça. Et voilà, faites attention à ce que font nos collègues kinés, parce qu'il y en a des très bien, qui font beaucoup de choses super top, mais il y en a encore qui, c'est pas toujours ça. Voilà. Je veux vexer personne encore, mais je le dis quand même. Je suis absolument d'accord avec toi. Je suis sûr que Loïc va plus soyer là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les patients, ils attendent des choses du kiné qui sont différentes que ce que les kinés peuvent vraiment apporter. Je dirais, il m'a même pas amassé. J'ai un patient qui m'a sorti, Ah, c'est un kiné Bluetooth parce qu'il touche pas. J'ai trouvé ça marrant. Alors, Et le kiné qui touche n'est pas forcément le plus efficace, hein. D'accord? Voilà. Ouais. Voilà. Bon, après, il y a deux choses. Il y a le kiné, bon, bien sûr, il faut qu'il soit bien formé. Moi, je suis bien formé sur certaines pratiques. Je suis beaucoup moins bien formé sur d'autres. Donc, je ne ferai pas le malin sur d'autres prises en charge. Mais en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que le médecin a un rôle aussi à donner, en tout cas, un coup de main à donner au kiné lorsqu'il va rédiger une ordonnance. C'est-à-dire qu'on demande toujours au médecin, on reçoit des ordonnances mentionnant avec un champ lexical qui est des fois un petit peu complexe. C'est-à-dire, je vais donner un intitulé d'ordonnance assez classique. Bon, on ne parlera même pas du nombre de séances qui n'appartient pas au médecin mais au kiné. Et derrière, on va imaginer massage et physiothérapie. Je vais être très soft parce que je mets un truc très simple encore. Je ne suis même pas très méchant, mais massage et physiothérapie du genou droit. Bon, dans cet intitulé, il y a deux gros mots, j'en ai déjà parlé, Lionel, il y a deux gros mots, c'est le mot massage. Le mot massage n'est ni plus ni moins qu'un outil que le kiné peut utiliser d'ailleurs, à bon escient ou pas, mais ça lui appartient. Et le mot physiothérapie ne veut rien dire d'autre que kinésithérapeute en anglais ou kinésithérapie en anglais. C'est tout. Physiothérapie, c'est un mot galvaudé, un ensemble de techniques plus ou moins élaborés par des constructeurs de machines qui fonctionnent et qui ont surtout des résultats plus ou moins intéressants. Des ultrasons, d'électrothérapie, chacun fera sa mayonnaise ou sa sauce avec des trucs comme ça, des ondes de choc, des ondes courtes, on va au salon Rééduca, on devient fou tellement on a des outils incroyables, la T-carte thérapie. Après, il y a des choses très bien, mais en tout cas, certains de ces outils ne donnent pas l'effet escompté. Or, ils sont extrêmement utilisés. Donc, en fait, il faut donner aux kinésithérapeutes la possibilité de travailler de manière active avec une ordonnance active, une ordonnance positive, une ordonnance qui va encourager le patient à faire des efforts.
On en a parlé sur plusieurs groupes de travail à la maison de santé concernant la lombalgie chronique. C'est plus intéressant pour nous de récupérer une ordonnance avec marqué école du dos, rééducation, renforcement, etc., assouplissement, pourquoi pas, mais en tout cas des mots qui vont indiquer au patient qu'il va travailler plutôt que massage, physiothérapie ou alors un mot. Alors là, ce qu'il y a de plus le pompon, c'est quand il y a marqué ne pas réveiller la douleur. Rester sous un seuil, voilà. Alors là c'est impossible parce que nous, le patient, dès qu'il va ressentir la moindre douleur, il va dire vous ne respectez pas ce qu'il y a marqué sur l'ordonnance. Vous ne m'avez pas massé, vous n'avez pas, et en plus vous m'avez fait mal. Quand on sait que le seuil de la douleur, il ne faut pas faire mal au patient, c'est pas l'idée, mais que de temps en temps pour la reconstruction du tendon, on a des protocoles où la douleur ressentie pendant la séance est bénéfique. C'est un peu incroyable, mais c'est un phénomène qui est réel. Autant la douleur après la séance, il faut toujours l'écouter, autant la douleur pendant la séance, il faut la comprendre. Donc voilà, Charlène, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Et si voilà. Mais en tout cas, c'est très important. Et quand on lit une ordonnance, il faut vraiment qu'on ait cette collaboration entre le prescripteur et le kiné pour justement accompagner le patient sur un effort, pour qu'il prenne sa rééducation en main. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai fait supprimer par notre géreur de notre logiciel là, de prescription le mot, les prescriptions type faire pratiquer par un MKDE, massage, physiothérapie, antalgie, ça j'ai fait enlever. Je trouvais ça aberrant. Donc maintenant, c'est séance de rééducation. Et puis après, rajoute ceux qui veulent derrière. Moi, j'ai tendance à mettre derrière ce qui fait mal et ce qui gêne mon patient. Je ne mets peut-être pas forcément de diagnostic parce que je peux aussi me tromper de temps en temps. Ça m'arrive même. Du coup, je mets, par exemple, si rotation externe, interne douloureuse sur l'épaule ou tel mouvement douloureux. Et puis, je marque la pratique sportive pour que le kiné sache s'il s'attend à un sportif amateur ou s'il est du loisir, enfin, haut niveau ou juste du loisir pour qu'il sache vers quoi s'orienter. Mais voilà, après, chacun fait son travail, je pense. Les kinés ont leur travail, nous, on a le nôtre. Et clairement, on a aussi le nôtre à prévenir le patient, à dire oui, vous avez mal au dos. Non, vous n'allez pas forcément, il n'y aura pas que du massage, ça va être de la rééducation, des exercices, de l'apprentissage et pas ce que j'appelle moi la papouillothérapie, quoi. Ouais. Excusez-moi, juste une petite question. Donc, je suis d'accord hein, sur la prise en charge et j'ai tendance à dire qu'effectivement, la kiné, c'est fait pour travailler et montrer les exercices à avoir tout au long de sa vie. Hein, cette rééducation, ils doivent la poursuivre après à domicile. Mais j'ai déjà eu des coups de fil de kiné en me disant si tu ne mets pas massage, en fait, je ne peux pas coter de la même façon. Moi, je ne mets jamais le nombre de séances, mais je ne peux pas avoir. Donc, merci de mettre massage et rééducation. Donc, moi, je dis toujours à mes patients, je mets massage et rééducation, mais en sachant que c'est la rééducation qui m'intéresse. Mais, alors, voilà, moi, j'ai eu quand même des coups de fil de kiné en me demandant de mettre massage parce que je ne coterais pas de la même façon, je ne pourrais pas mettre le même nombre de séances, tout ça, tout ça. Alors, non, moi, je me suis fait… Ouais, vas-y, Loïc, vas-y. On en parlait cet après-midi, justement. Pour qu'un kiné appelle un médecin en lui demandant de modifier l'intitulé d'une ordonnance, pourquoi pas, il faut qu'il explique au médecin que la modification de cette ordonnance pour des raisons de cotation, j'entends bien, pour des raisons de cotation, ce qui va lui permettre d'avoir une meilleure rémunération, moi je la conçois s'il prouve au médecin que les techniques qu'il va faire sur le patient bénéficient quand même d'une prise en charge, par exemple individuelle de 45 minutes. Il est normal qu'on dise au médecin pourrais-tu me marquer rééducation du rachis et des membres inférieurs? Je suis seul avec mon patient, je fais du travail de médière, du travail vraiment individuel et quand même j'ai une rémunération qui sera quand même un peu plus sérieuse. Je serai plus encouragé à passer 3 quarts d'heure avec mon patient. Ça, c'est tout à fait justifié. Maintenant, le kiné qui va demander juste pour changer la cotation une ordonnance au médecin pour avoir une meilleure rémunération, moi, je ne le comprends pas. Mais est-ce que c'est vrai que le massage est une cotation différente? Non. Non, pas du tout. Moi, je me suis fait reprendre par mon mari qui est à côté, qui est en train de bondir sur la chaise, là d'ailleurs. Dès mon début, quand je me suis installée, quand il m'a dit non, mais ça change rien, et puis il faut faire comme ça les ordonnances. Bon, avant d'être médecin du sport, j'étais déjà cadrée sur ça. Hein. Donc voilà, donc non, ça change rien pour eux, en fait, je crois. Des reçus et pour avoir pas mal travaillé sur la nomenclature de nos actes, etc.
Ce qui va changer légèrement, c'est dans le cadre rééducation à la marche de rajouter l'équilibre et dans le cadre rééducation d'un dos ou d'un membre inférieur, etc., de rajouter le tronc. Après, il faut savoir que de toute façon, si votre ordonnance elle est faite pour faire plaisir au kiné, s'il a un contrôle derrière et que la Sécu vérifie et voit que ce n'est pas en adéquation avec le bilan, de toute façon, il devra rendre l'argent. Hein, donc, Non, non, mais en fait, le but, c'est, si vous voulez, effectivement, la rééducation à la marche, l'équilibre, tout ça, je le note et je cadre bien, enfin, j'espère en tout cas bien cadrer mon patient sur le fait qu'effectivement, la kiné, c'est de le remettre sur les rails de la bonne santé, en tout cas avec le postulat de départ, hein, parce qu'il y a un traumatisme quand même, c'est en général voilà, le principe initial, pourquoi je l'envoie chez le kiné. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, personnellement, je ne maîtrise pas toutes les cotations des kinés et pas pouvoir mettre en place derrière. Et sur des patients parfois un petit peu lourds, il me dit, ben voilà, peut-être, et encore une fois, je je maîtrise pense pas que toutes les lui techniques. ne connaît pas sa nomenclature non plus du coup, parce que C'est bien, comme ça, maintenant, je le saurais. voilà, le mot massage n'apparaît pas dans la nomenclature normalement. Ok, bah, ça me convient bien. Je ne le mettrai plus. Merci. Au revoir. Alors, s'il n'y a pas de questions autres, je voulais juste savoir si c'est abordable ou pas ce soir. Du coup, le sport sur ordonnance, est-ce qu'il y a un lien dans la prévention ou est-ce que c'est quelque chose à pas aborder ce soir? Je vois Lionel qui fait la tête. Que te dire, le sport sur ordonnance, c'est magnifique sur le papier, mais ça fonctionne très mal dans la réalité. Il faut être réaliste. Ce que j'ai lu, alors, c'est que le dossier là, dont je vous ai parlé de 72 pages de l'ACS, il s'applique aussi bien pour les sportifs que sur le sport sur ordonnance. Il considère que ça fonctionne, oui, en prévention, mais des maladies cardiovasculaires, pulmonaires, de la sédentarité, du diabète, du cholestérol. Mais il ne parle jamais des blessures liées à notre sport sur ordonnance. Voilà. En gros, ils s'arrêtent là, ils font vraiment un état des lieux de dire la population française est plus que sédentaire. Si on les fait bouger, on diminue tout le risque. Je pense qu'il n'y a pas assez de recul en termes de prescription parce que ça nous est sorti il y a quand même pas très longtemps cette histoire de sport sur ordonnance. C'est pas très développé non plus, hein, il faut être réaliste. Du coup, je pense qu'il n'y a pas assez de recul pour voir si ça intervient sur les blessures et tout ça, en sachant que c'est réellement pas des grands sportifs qui font du sport sur ordonnance. Après, Loïc, tu as peut-être plus à rajouter toi là-dessus, mais voilà, moi ce que j'ai lu, c'est pas pour l'instant, c'est pas probant. On avait fait une soirée là-dessus juste avant le confinement en mars 2020. On était vraiment pas très nombreux, mais c'était le soir où Macron avait annoncé la fermeture des écoles, donc je pense que tout le monde était sidéré. Et c'était Eugénie D'Alessandro qui était venue nous présenter le dispositif qui existe uniquement sur Salon et qu'on va essayer de développer un peu plus notamment sur la CPTS dont fait partie CNAS. Donc c'est compliqué, c'est pas très accessible parce que notamment les gens de CNAS se déplacent finalement assez peu sur Salon. Et pour l'instant, c'est la seule offre qui soit un tant soit peu organisée. Mais du coup, peut-être on refera quelque chose à ce sujet parce qu'on a été vraiment pas nombreux et c'est dommage. Le dispositif me semblait un peu ardu aussi. Il y avait des certificats de contre-indication de ouf à remplir, du genre de ceux qu'a montré Charlène tout à l'heure. Enfin, c'était beaucoup d'administratifs et pour peu d'élus qui pouvaient réellement en bénéficier, du moins au stade de l'année dernière. Et puis entre-temps, il y a eu le Covid, donc ça complique encore les choses. Okay, merci. Bon, ben, c'était archi complet. Merci beaucoup à nos deux intervenants, voire même trois, un troisième surprise. Donc à nos trois intervenants. Donc c'était très chouette. Je mets pas tout de suite le clap de fin, parce qu'il peut y avoir des questions. Vous pouvez toujours intervenir. Et puis donc j'en profite pour vous annoncer la prochaine
session qui va parler d'un tout autre sujet. Ça sera votre serviteur qui vous parlera de tabacologie et d'aide au sevrage tabagique. Alors pour les médecins, mais pas que, c'est plus, j'aurais aimé l'orienter vers les professionnels de santé. Donc vous pouvez aller sur, le site asso-fmc-salon.fr. J'essaye de le mettre à jour. Il y a les liens qui sont dedans. Et donc, je vous parlerai d'aide au sevrage tabagique, des techniques, des difficultés, des bénéfices. Je parlerai un peu de femmes enceintes, de femmes allaitantes, et de cigarettes électroniques pour ceux que ça intéresse. Et donc, ça sera le 11 mars, à la même heure, même place. Je rebondis sur la femme. Du coup, vous avez au niveau des soutiens-gorge et des brassières pour le sport, il y a des marques spécifiques à conseiller. Bah oui, désolé. Il y a des marques spécifiques à conseiller ou des. Voilà, parce que du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je ne maîtrise pas du tout, mais je vois vachement l'intérêt. Alors, marque, pas tellement. Ce qu'il faut recommander dans leur choix d'achat, il n'y a pas forcément, la marque Decathlon peut très bien faire l'affaire. Il faut vraiment que ça soit croisé derrière, qu'on soit en dos, brassière, tissu élastique, peu élastique, et de préférence parce qu'elles sont plus confortables, qu'elles s'adaptent mieux, c'est celle avec un zip devant. Qui est donc pas que d'un trait, parce que celles d'un trait qu'on prend un peu comme des t-shirts ont tendance à vraiment à comprimer la cage thoracique et les seins, et vous avez l'impression d'être plaqué comme la mammographie, je pense. Donc c'est pas du tout confortable à porter, et la plupart des femmes vous disent je mets 1 heure pour le sport et après je l'enlève. Donc voilà. Donc non, il n'y a pas forcément de marque, mais vraiment il faut insister là-dessus, c'est rembourré, dos nageur, zip devant, tissu peu élastique, et vraiment pas de soutien-gorge. Même le soutien-gorge serré ne tiendra jamais aussi bien que la brassière de sport. Ok, merci. De rien. Bon, c'était très chouette. On fera ça. On fait quoi, Charlène, l'année prochaine sur le sport alors? Bah, je sais pas, donnez vos idées et puis je m'adapterai. Bon, Loïc, on lui propose de faire une soirée spéciale chaussures. Il a très Non, envie. une soirée spéciale coureur parce qu'on a beaucoup de coureurs et chaussures. Non, mais n'empêche, c'est vachement intéressant. Enfin bon, après, c'est notre crèmerie à tous les deux, mais c'est très intéressant. Ah bah, n'empêche, Lionel, quand on voit effectivement, enfin, je rebondis parce que c'est moi qui avais lancé au départ, même si j'ai tout abandonné. Lionel, il partait en mode je suis un loukoum, et maintenant il a fait un truc avec classement à la fin et tout, hein, grâce à Loïc. Hein. Je voilà, me suis comme quoi. déloucoumifié. Tout à fait. Donc ça marche avec de la motivation. J'ai évité de m'approcher de la zone rouge que montrait tout à l'heure Loïc, et j'ai poussé le seuil. J'ai dit, allez, monte la zone rouge. Tu as très bien fait ça parce qu'au départ, tu ne courais pas du tout. Et la dernière truc que tu m'as envoyé, que j'ai vu, tu as pratiquement couru 2 heures et sans te blesser. Oui, absolument. Ouais. Parce que courir 2 heures, on s'en fout, mais sans te blesser. Oui, c'est ça. Et ouais, je l'ai fait. Au début, tu me disais 30 minutes, je ne vais jamais y arriver. C'est vrai. Comme quoi, jamais dire jamais. Bon, eh bien, merci à tous. Merci beaucoup, Charlène, Loïc et Benjamin, pour tout ça. Et puis, rendez-vous le mois prochain en pyjama devant votre écran pour la prochaine session. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.